On n'est pas bien là? On est très bien. Petite installation. On a même une chargée de production. La classe. De luxe. C'est mieux qu'ARMC et Bean. Réunis. Il y a même Alba qui vient faire tourner. C'est bien qu'elle traîne là comme ça. Bah ouais, Ouais, c'est on va la pas mal. laisser. Petit making of, hop. Voilà. C'est à quoi? C'est le sirop de framboise. Pourquoi eux ils en ont pas? J'en avais un. Bah donne. Non, vas-y, allez. Allez, on y va. On va C'est pas. pas bon, c'est sans eau, sans glace, sans rien. C'est du coup, on va le repousser. Allez, Vous verrez quand vous aurez fini. on est parti. À Alba. Bon, on est de retour. Salut Samir, salut John. Enchanté les gars. Ouais, ravi. John Dovi, ancien manager de l'équipe de France. Brahim Asloum, ancien champion olympique, champion du monde. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est en train de se recréer là. Je crois bien, ouais. On a l'impression, hein. Mais je crois que l'équipe ne s'est jamais dissoute. Mais non, jamais. Avec quelques cheveux blancs en plus ou C'est quelques ça. cheveux en moins. Mais en tout cas, l'équipe est toujours la même, avec autant d'envie, d'amour, de passion pour ce sport qui est le noble art. Donc, c'est ravi de vous retrouver, les gars. Ah, Bon, un merci. petit 13e round, les gars, à l'ancienne, histoire de débriefer un petit peu l'actualité boxe et de raconter des histoires. On est chez Oh My Cake, ou Oh Mon Cake. 154 Faut qu'on s'honorer. Rue rue Saint-Honoré. Saint-Honoré. Je vais y arriver. 154 rue Saint-Honoré. Oh My Cake, si vous voulez. La chargée de 3D là. Hein. Oh Mon Cake. Donc, si vous voulez des petits gâteaux pour les anniversaires, les mariages, des quoi, petits muffins, C'est très bon. des cupcakes. C'est tout ce que j'aime. en C'est plus. une tuerie, tout est bio. Ouais, l'endroit est très sympa, très agréable. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, Léonora vous accueillera, histoire de vous faire goûter à tout ça. Bon, on s'est dit les gars qu'on reprenait un petit peu du métier, histoire de débriefer le gros match qui arrive, gros combat. Spence Crawford, ça fait tellement d'années qu'on l'attend, presque 3 ans qu'on l'attend. Et donc on s'est dit, on remet une couche. Alors, on a un beau programme, hein. On va vous raconter un petit peu l'histoire de Crawford et de Spence, les adversaires de chacun. On va revenir sur les forces et les faiblesses de Crawford et de Spence. On vous donnera bien évidemment les clés du combat. Et puis on finira aussi ce petit podcast avec un petit retour sur le combat qui a eu lieu hier soir entre Naoya Inoue et Stephen Fulton. Superbe combat, on en reparlera. Déjà, première question, histoire de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les gars, ce Spence Crawford, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Dans quel état d'esprit vous êtes avant de le voir? Certes, ça fait longtemps qu'on l'attend, mais on a une chance, c'est que les deux se rencontrent à leur firmament, quoi. Ils sont au maximum à ce moment-là, contrairement à plein de combats, C'est à leur prime. malheureusement, où on les attendait de se voir se rencontrer. Là, c'est le cas. Et voilà, ça fait sans doute 40 ans qu'on attend un combat de cette envergure avec deux boxeurs de ce niveau-là qui marchent un peu sur la planète boxe, quoi. Est-ce qu'il arrive tard, John, ce combat? Non, moi je pense qu'il est bien. J'en parlais avec des amis qui me disaient qu'il arrivait trop tard. Il a peut-être 1 an de retard. Donc il n'y a pas d'incidence. Ce sont deux boxeurs qui ne boxent pas souvent. Et donc c'est pas comme s'ils avaient 4, 5, 6 combats à l'année. Donc c'est très bien. Le seul problème, c'est pas un problème, c'est que cette année 2023, on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait des combats de l'année. Rappelez-vous, le Gervonta contre Garcia, on disait que c'est le combat de l'année. Finalement, 1 mois après, il y a eu le Lomachenko contre Haney. On disait que c'est le vrai match de l'année. C'était le match de cette catégorie. Mais le vrai combat de l'année, et je vous assure qu'il ne pourra pas y en avoir d'autres après qui inciteront autant de personnes, c'est vraiment le combat attendu, c'est vraiment ce combat-là qui est le combat de l'année. Et il n'arrive pas trop tard, je trouve qu'il arrive bien. Et Brahim le disait, les deux sont à leur prime, et ils sont dans la force de l'âge, ils ne sont pas trop vieux. Ils arrivent avec l'expérience qu'ils ont acquis avec le temps et la fraîcheur qu'ils peuvent avoir, je pense que ça promet une vraie confrontation, et je crois que le deuxième combat est déjà signé d'ailleurs. Donc, avec une revanche. Ils sont en train d'écrire l'histoire quelque part, de cette catégorie déjà. La catégorie des poids welter, on le rappelle. Spence Crawford, moi je mettrai un petit bémol, on en reparlera tout à l'heure. Je trouve qu'il aurait dû arriver quand même il y a 2 ans, histoire qu'on ait une revanche potentielle un peu plus tard. Mais je vous lancerai là-dessus tout à l'heure. Ce que je voulais qu'on voit déjà, c'est qu'on parle de leur palmarès avant de rentrer dans leurs histoires. Errol Spence Jr., 33 ans,
Crawford, 35 ans, donc Crawford un tout petit peu plus vieux et un petit peu plus expérimenté. 28 combats, aucune défaite pour Spence. 39 victoires, aucune défaite pour Crawford. Et au niveau des KO, c'est presque la même chose aussi. 22 KO pour Spence, soit un peu plus de 78% de KO, quand Crawford, lui, est à 30 KO sur ses 39 victoires, ce qui fait à peu près 77%. Donc là, on est quasiment aussi au même niveau, Brahim. Ouais, on est au même niveau, mais presque sur tous les plans, même si un nombre de combats supérieur pour Crawford. La qualité des combats aussi de Spence rattrape plus ou moins ce nombre de combats différents. Mais là, on a deux boxeurs qui sont invaincus, c'est tout ce qu'on aime. Deux boxeurs qui ont un nombre de combats par KO assez incroyable, tu l'as dit, les pourcentages. 33, 35 ans, sincèrement, aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui, c'est pas un âge vieillissant, au contraire, c'est des garçons qui sont en pleine force de l'âge. Et ce que je rajouterais, c'est qu'ils ont vécu à leur période différente, certes, mais de drames qui les ont sans doute rendus plus forts. Exactement. Et on va y venir justement en racontant leurs histoires. Je finis avec le palmarès, John, puisque ça t'intéresse toi aussi. 135 victoires, 2 défaites seulement en amateur pour Errol Spence Jr. Quand Crawford a eu une carrière amateur un petit peu plus courte et peut-être un petit peu plus compliquée, 58 victoires, 12 défaites. Ouais, la différence dans les rangs amateurs chez ces deux boxeurs, c'est vrai que la différence, elle se fait par rapport à Spence, qui lui a participé aux Jeux Olympiques. Il a vraiment fait le giron amateur américain, Exactement. Jeux Olympiques, C'est ça, Trials, je veux dire, Golden Glove. il est rentré dans le sirail d'une fédération, contrairement à Crawford qui vient à son image de la rue et quart de qui finaliste, et quart de finaliste au jeu. Et justement pour la Spence, comparaison, à Londres en 2000. ouais, mais Crawford, Spence, Il a fait les quart de sélections, finaliste. Oui, finaliste. bien sûr, ouais. Mais ce qui fait la différence avec Crawford, c'est que c'est ce qui m'a souvent surpris chez Crawford. C'est que pour avoir une telle technicité, une telle variété, il faut avoir bourlingué dans les rangs amateurs. Seuls les boxeurs qui ont une carrière amateur assez fournie, qui ont fait des jeux et autres, qui ont une centaine de combats, voire 200, sont capables d'avoir une telle technicité. Et lui, pour ne pas avoir goûté justement à ce circuit, il a été capable quand même de développer une technicité. On sait qu'il est ambidex, on en parlera tout à l'heure, et il est capable de faire des choses incroyables pour un boxeur qui n'a pas ce background géré dans les rangs amateurs. Donc c'est ce qui rend ce boxeur encore plus impressionnant. Mais effectivement, deux niveaux différents. Ils ont presque le même nombre de combats, mais sauf que Spence, lui, a participé aux Jeux Olympiques et au Championnat du Monde. Et au championnat du monde, Et c'est ce qui fait la l'année d'avant, en différence. 2011. Allez, on va rentrer dans l'histoire. Je vous raconte un petit peu le profil de chacun. N'hésitez pas à intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Moi aussi, de temps en temps, je vous poserai des questions. Mais c'est vrai que je voulais commencer déjà par Crawford. J'ai l'impression, et je vous pose directement la question, qu'on a mis la promotion un peu plus du côté de Spence. J'ai la sensation qu'on a un peu plus parlé d'Errol Spence dans la promotion, qu'on l'a peut-être un petit peu plus avantagé. C'est vrai aussi qu'il faut le rappeler que c'est PBC qui organise, que c'est Alemon et que c'est le promoteur d'Errol Spence. Il y a cette raison, bien évidemment, mais aussi c'est que Spence parle au plus grand public américain. C'est le modèle du boxeur parfait qui a fait les Jeux Olympiques, qui a fait les Championnats du Monde. Voilà, c'est le profil de l'athlète qui a été suivi pratiquement depuis son tout jeune âge. Contrairement à Crawford qui a eu un peu un parcours cabossé. Et, avec des changements de promoteurs. Avec des changements de promoteurs, avec une vie à la dure, mais à la dure de la dure. Quoi. Ouais. Et puis 3 ceintures pour Spence aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, il y a 3 ceintures pour Spence. Et puis aussi le fait que, Ibrahim le disait en partie, c'est le genre presque modèle, à part ces frasques de Ferrari cassés, de boissons alcoolisées, d'alcool et de clubs de filles assez légers. Je dirais que Spence, c'est le bon père de famille depuis, qui est issu d'une classe sociale middle class, classe moyenne et qui les parents étaient derrière durant toute sa carrière, ça, bien suivi, quoi, accompagné. Alors que Crawford vient d'un patelin un peu, je ne vais pas dire bouseux, mais voilà. On y va, c'est ça. Hein. Allez, je vous dresse un petit peu le paysage, le portrait. On est à Omaha, ceux qui ne connaissent pas, c'est au sud du Nebraska. Le Nebraska, c'est un état rural au cœur des États-Unis. C'est peut-être le plus central des États-Unis. Vous prenez la carte, il est vraiment au centre, entouré d'États qui… C'est vraiment la campagne, l'Iowa, le Kansas, le Colorado, le Wyoming. Donc on est vraiment dans l'état de la campagne. Et il est surtout connu pour ses pousses de maïs. Voilà, gros état agricole. Il n'y a pas vraiment de géant vert ici, mais il y a un petit bonhomme qui naît en 1987, c'est Terence Crawford, les 2 poings serrés. La légende veut qu'il est arrivé, sa maman le dit, il avait déjà les 2 poings serrés. Ouais, il est sans doute prédestiné à être un grand champion, ce qu'il est aujourd'hui. Donc
La maman ne s'était pas très trompée. Je crois que les enfants naissent tous plus ou moins avec les poings serrés. Mais voilà, ça en dit long sur ce que pense sa mère de son garçon. Et après, quand on connaît l'histoire, je vais te laisser la développer C'est son derrière. premier entraîneur d'ailleurs. C'est Son premier entraîneur. Pour le coup, c'est vrai que Omaha, je vous le dis, ça paraît être la campagne, mais il y a une grosse criminalité. C'est un état et une ville très compliqué avec justement, ça détonne avec cet environnement. Les quartiers nord sont eux baignés dans le crack et les gangs, et c'est là-dedans qu'il a grandi. Terence Crawford, il faut être solide pour s'en sortir. Sa mère, Deborah, elle n'est pas du tout adepte des manifestations affectueuses, justement, on en parlait il y a quelques instants. Alors que son fils, Terence, c'est un bagarreur. Quand il est tout jeune, il est bagarreur. Et pour le coup, sa maman, pour essayer de l'endurcir encore un petit peu plus, puisqu'il veut se la raconter et qu'il est bagarreur, elle paye les gosses du quartier 10 $ à celui qui peut le battre. C'est fou quand même. Alors, sincèrement, avec du recul, tu dis, mais quelle mère est capable de faire ce genre de choses à son fils? Ça sort de l'imagination. Et des fois, on se pose Mais la question. ça en démontre beaucoup sur le milieu sans doute d'où il vient. Et Je vous le dis, franchement, est-ce que Omaha, la c'est une mère, cata. est-ce que la mère souhaitait à son fils, c'est de s'en sortir. Donc pour elle, elle a trouvé ce moyen-là de se battre et trouver que les points de son fils étaient sans doute le plus beau des leviers pour pouvoir faire épanouir son fils. Je relativise un peu. L'histoire est belle, c'est vrai. Enfin, belle, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire où à un moment, elle a donné 10 € à un petit. Pour que ça s'est fait une fois, ça s'est fait régulièrement. En tout cas, les gamins du quartier d'Omaha disent la maman, elle mettait de l'argent en jeu à chaque fois. Ça rend le truc plus sympa. Quand tu vois que la maman n'a pas d'affection, n'aime pas l'affection, sincèrement, je suis plus étonné. Ouais. Quand elle te dit clairement, elle te dit non, j'aime pas les câlins, Et c'est vrai je que- veux pas les embrasser. Donc limite, j'ai envie de te dire que ce qui plaît à la maman, c'est tout ce qui est à l'opposé. Donc c'est de mettre son fils dans la difficulté. Et c'est où tu es le meilleur, où tu crèves. Mais possible, mais leur je vais te relation- respecter de cette manière. C'est possible, mais leur relation a changé aujourd'hui. Regardez, à chaque Aujourd'hui, petit ça a combat, changé, c'est Ça vrai. a changé avec le temps. C'est-à-dire que même si aujourd'hui Crawford peut dire que sa mère lui a peut-être rendu service, je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Aujourd'hui, leur relation, ils ont une relation presque fusionnelle. Donc, est-ce que ça a créé quelque chose entre eux? Et on n'a pas vraiment l'impression que sa mère était un bourreau et qu'elle maltraitait son fils. Quoi. Non, Donc, non, c'est mais que- moi, c'est pas je ce qu'on dit, je pense c'est pas que- que c'était dans ce Il y sens-là. a peut-être un fait d'actualité C'est qui que a je fait l'aime que. tellement que je veux l'endurcir. Oui, je veux qu'il n'y ait sais. personne qui Mais le sauf- discrimine. Je suis d'accord. Je veux qu'il soit à la hauteur, qu'il tienne tête à n'importe Ouais, je suis qui. assez On ne va d'accord pas avec ça. forcément parler de ça aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est ce qu'elle a voulu dès le départ. Mais Mais moi, je trouve que ça lui rend du service, contrairement à ce que tu penses. bien sûr, je suis d'accord. Ça crée, mais ça La crée des relation trucs. a changé, certes, et c'est normal, entre un mère et une fils, une relation évolue. Son fils est devenu un homme, respecté, en plus champion du monde. Bien évidemment, qu'elle s'est rapprochée de son Bien sûr, on fils sait très bien. parce qu'il y a une fierté. Nos parents nous ont mis des Profonde. torgnoles et pour l'instant, on les adore plus que tout. C'est pour Mais ça. ça fait partie du truc, tu vois. Mais là, au point d'aller payer des enfants, d'autres gamins régulièrement, ça se fait régulièrement. Ça s'est fait régulièrement, ça s'est fait qu'une fois. Il Et semblerait, finalement, ouais, on enjolive un peu l'histoire pour que ça fasse plus tough, mais que ça fasse plus sympa et que c'est plus vendable. Bon, en tout cas, il commence la boxe à Voilà. 7 ans, le CW Boxing Club, sous la coupe de Carl Washington, qui est un peu un éducateur du quartier. C'est Mitch Minor qui a été son tout premier entraîneur et qui a eu justement aussi un petit peu ce rôle de père, parce que son père, Terence Crawford Senior, était dans la Navy militaire, quasiment jamais présent dans le foyer familial. Et donc, ce fameux Mitch Minor prenait souvent Terence à la maison, le sortait du quartier, l'obligeait justement à ne pas faire de conneries tout simplement, et lui a été l'un des premiers aussi à lui montrer des combats de boxe. Ouais, mais c'est ce qu'on vit. Alors, on peut revenir en France. C'est ce qu'on vit nous dans nos quartiers. On a l'entraîneur qui est un peu le père spirituel, avec tout le respect qu'on a pour nos papas. Mais c'est vrai qu'il joue un rôle d'éducation, de les aider à pouvoir s'épanouir, à grandir, à leur trouver un objectif. Et la boxe a été sans doute le levier pour Crawford. C'est normal qu'on ne voit pas tout cela, Qu'on ne voit pas, c'est-à-dire. qu'on voit que ton pied. Ah bah non, c'est pas normal. Non, ça a bougé. Pas très grave. Ouais, ça avait bougé. Pourquoi ça a bougé autant? Ça a perdu ton micro. Bah, je sais pas. Donc on refait, on recommence à zéro ou... Non, on continue. Sur l'autre, on te voit, mais là, on ne voyait pas. Est-ce que c'est important justement quand on est jeune sportif de rechercher l'amour parental, l'amour maternel ou paternel? Bien sûr, c'est essentiel. Jeune sportif ou pas. De toute façon, un enfant a toujours besoin d'un amour, que ce Encore soit plus quand paternel. il est jeune. Exactement. Et puis surtout, ça forme et ça forge aussi. Et souvent, l'enfant, ou peu importe, va le chercher là où il peut, là où il trouve.
Et souvent, comme tu le disais, c'est souvent dans une salle de boxe. Et pour être presque un peu passé par là, quand à un âge tu rencontres une personne que tu vois régulièrement tous les jours et qui tu passes du temps, forcément, et que tu respectes, tu passes du temps et puis ça devient un modèle. Et inconsciemment ou consciemment par moment, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il arrive à un âge où je sais qu'à 20 ans, j'avais besoin d'un modèle peut-être paternel et c'est mon entraîneur de club avec qui je passais beaucoup de temps, qui est presque donné, qui m'a influencé par la suite. Et je pense que Crawford, c'était un peu pareil, il lui fallait ça. De toute façon, tout enfant a besoin d'un cadre familial. Tu m'en parlais souvent, ça, Brahim, que toi, justement, tu voulais aussi rechercher de la reconnaissance vis-à-vis de tes parents. Moi, c'est sans doute ça qui m'a attiré, qui m'a surtout fait donner envie d'aller faire des exploits. Le jour où j'ai été champion de France scolaire et que je vois mon père qui m'interpelle, mais pas devant mes frères, parce que la pudeur du papa, qui me montre avec son doigt son nom de famille et qui me demande si c'est dans toute la France. Et c'était que dans ma région à ce moment-là, j'ai vu dans ses yeux que ça pétillait. Donc, sincèrement, je l'ai saisi comme moteur. Voilà, c'était un moteur qui était illimité, quoi. C'était à partir du moment où je faisais briller les yeux de mon père, ça y est, allez, fais ce qu'il y a à faire pour continuer le plus longtemps possible. Alors c'est vrai, John, que dès 2006, on le retrouve quand même dans le giron de la boxe amateur américaine. Il fait pas mal de grandes compétitions, il participe aux Golden Gloves en plus chez lui à Omaha. Il perd en finale dans un combat serré. Il montera en puissance derrière parce que dès 2007, il est médaillé de bronze des championnats américains. Donc là, on est vraiment sur les championnats nationaux, on n'est plus sur le régional comme les Golden Gloves. Et il remporte 3 tournois amateurs avant les sélections américaines pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il participe aux trials, aux sélections américaines pour les Jeux Olympiques de Pékin. Donc quelque part, lui aussi, il était dans ce giron. Mais il perd un combat très serré en finale face à Sadam Ali. En plus, on le connaît bien parce que lui, pour le coup, grosse carrière amateur. Sadam Ali, John, que tu as connu. Justement, John, l'impact d'une carrière amateur, est-ce qu'il déjà il aurait pu mieux faire? Alors, je ne sais pas, mais quand on écoute ce que tu dis, il a toujours été pas très loin. Et on connaît ce côté élitiste des Américains, c'est seul le numéro 1 qui va participer. On a besoin, on veut que le numéro 1. Et lui, à chaque fois, il n'était pas numéro 1, mais il était numéro 2 ou numéro 3, pas loin. C'est-à-dire qu'il était tapis dans l'ombre derrière les numéros 1 à chaque fois. Donc il lui a manqué un truc. Il lui fallait son déclic, qui arrivait à un moment donné de sa vie, mais il lui manquait ce truc qui lui permettait de franchir, qui lui permettrait de franchir un palier. Et quelque part, c'est pas plus mal. Et quand on voit même le parcours d'un Spence, pour faire le parallèle, il y a plein de boxeurs comme ça, qui n'ont pas été champions olympiques, mais qui ont fait quart de finaliste, qui ont perdu au pied du podium, qui n'étaient pas très loin, qui avaient un potentiel, mais qui ont, on passerait l'expression, foiré à un moment où il fallait et qui n'ont pas pu. Mais par contre, les qualités, ils les avaient. Il faut juste attendre le truc pour qu'ils puissent passer à un niveau supérieur. Et par contre, dès qu'ils ont ce déclic, ils deviennent les meilleurs. Et Crawford, on le voit, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui techniquement, c'est des choses qu'il a su emmagasiner déjà dans ce parcours amateur qu'il a pas. Mais je trouve que justement dans sa boxe pro aujourd'hui, il y a ce côté amateur dans l'adaptabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, le fait de passer gaucher, droitier, de bouger, aller au corps à corps. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que chaque athlète fonctionne un peu différemment. Il y a déjà des âges qui sont appropriés à pouvoir passer un cap. Voilà, comme l'a dit John, il était vraiment pas loin de l'élite. Il faisait partie de l'élite, mais voilà, il fallait un numéro 1. Donc, il était numéro 2 ou numéro 3 à ce moment-là. Mais voilà, c'est d'avoir continué à travailler, croire en lui. Et c'est ce qui a fait que derrière, il a rattrapé le retard. Aujourd'hui, il est légal, voire plus, de Spence. Donc, c'est une question de timing. Moi, je sais qu'en équipe de France, il y avait des boxeurs avec nous en équipe de France qui étaient peut-être meilleurs que nous, mais qui ne rentraient pas dans le cadre fédéral. Donc, eux, il fallait leur laisser leur liberté. Ils avaient besoin d'être sans doute dans leur ville pour pouvoir s'épanouir et grandir et évoluer différemment. L'avantage d'être en équipe nationale, c'est que c'est un accélérateur. Tout est amplifié, les tournois sont à disposition, tu as les meilleurs préparateurs physiques, tout est mis pour que tu prennes ton envol. Les soins, les entraîneurs. Contrairement à ces garçons-là qui sont dans de la débrouille, ils mettent un peu plus de temps, mais par contre, quand c'est de l'acquis, c'est de l'acquis. Ils développent d'autres qualités aussi. Exactement. Et puis souvent, la hargne notamment. Souvent, oui, sûrement aussi, ouais, mais souvent qu'ils leur sont adaptés. Et puis surtout, il y a peut-être cette amertume de pas avoir été choisi. Ça développe d'autres une envie de revanche. Ouais, souvent, on parle des entraîneurs. Un bon entraîneur, c'est pas forcément celui qui a été un champion. C'est celui justement qui a pas pu avoir cette carrière de champion et qui transmet différemment et limite se rattrape autrement. Et donc, c'est un peu pareil. Les boxeurs qui n'ont pas pu atteindre le Graal olympique, en tout cas de la qualification olympique, qui n'ont pas pu être numéro 1 de leur catégorie, dans leur pays,
quelque part, ils ont rongé leurs freins, mais ils le rongent aussi en même temps. Ils travaillent différemment, ils sont encore, je le disais, tapis dans l'ombre, et ils travaillent différemment, autrement, ils développent d'autres qualités qui après peut exploser après lorsqu'ils passent dans les rangs professionnels. Et c'était le cas aussi pour Crawford, j'imagine. La difficulté d'une qualification, j'en finis là, c'est que c'est un cycle de 4 ans. Donc voilà, c'est une question de timing. Peut-être que 6 mois, un peu plus tard, il aurait pu gagner sa qualif. Voilà, ça se joue à des dates et il faut être prêt à ce moment-là. Justement, il n'est pas patient, il ne veut pas attendre justement pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et en mars 2008, quand il loupe sa qualification pour Pékin, il décide de passer professionnel. Et c'est là qu'intervient le premier tournant dans sa carrière. En septembre, Brahim t'en parlait, des parcours chaotiques et cabossés. Au sortir d'une partie de dés, vous savez, hein, à Oma, il y a ce qu'on appelle des gamblers. Donc lui, il joue au dé en bas dans la rue avec les Kairas du coin. Il rentre après avoir gagné dans sa voiture, il compte ses billets dans sa voiture et il y a un gars pas content qui lui met une balle dans la tête au travers du carreau. Il a énormément de chance parce que justement la balle traverse le carreau, donc atténue un petit peu la trajectoire. Il la prend derrière la nuque, côté droit et il s'en sortira. C'est un de ses potes qui réussit à l'emmener à l'hôpital. Un de ses gars avec qui il jouait d'ailleurs a été tué le soir même, donc il aurait clairement pu y rester. C'est le premier drame de sa carrière, ça, John, et c'est vrai que ça l'a vraiment forgé. Ouais, forcément, et je crois que pour cette histoire, c'est son entraîneur qui l'appelle lorsqu'il va à l'hôpital et qui après, par la suite, lui demande de ne pas se venger. Ouais, c'est son oncle en fait, le révérend Darcer Davis, qui est pour le coup homme religieux, qui lui dit ça sert à rien en fait d'aller te venger. Certains comme une leçon, les petits anges étaient au-dessus de ta tête ce soir-là, bah laisse-les t'accompagner maintenant. Et le déclic, il est là sûrement chez Crawford. Et c'est ça en fait, c'est à partir de là, je pense que ça a changé, transformé sa façon de voir la vie peut-être simplement. Et donc forcément sa façon de voir aussi la discipline qu'il pratique. Sa pratique à lui, le sérieux qu'il peut mettre dans l'entraînement, ses objectifs aussi dans la vie. Et ça change un homme. Et ça l'a changé forcément, foncièrement je pense. C'est un fantastique père de famille aujourd'hui qui est très impliqué. 5 enfants, il les suit absolument partout dans les compétitions sportives. C'est toutes ces choses-là qui forment et qui forgent un homme. Et je pense que cette balle qu'il n'a pas forcément atteint comme il aurait dû, lui a quelque part sauvé la vie. Ouais. Donc, ouais. Et il le dit d'ailleurs, Brahim, chaque fois qu'il touche la cicatrice, pour lui, c'est un petit rappel, une espèce de bénédiction. Tu disais que c'était un frein dans sa carrière. Moi, je dirais que ça a été une catastrophe dans sa vie. C'est traumatisant quand même. Même, on n'est jamais préparé, peu importe d'où tu viens, de se faire tirer dessus et tu sais que d'avoir frôlé la mort, c'est sans doute la chose la plus traumatisante pour lui. Et il a eu quelque chose qui est hors norme, et je pense que n'importe quel athlète, et peu importe la discipline qui a besoin, c'est un mentor. Et sans doute que son oncle qui est révérend, a su lui trouver les beaux mots, a su le recanaliser, le remettre sur le droit chemin, et surtout lui sortir les belles choses pour lui faire prendre conscience que tu as joué avec le feu, tu aurais pu basculer de l'autre côté, là tu as une vraie deuxième chance. Est-ce que tu l'as saisi ou pas? Il y a un truc important que je voulais voir avec toi, c'est parce que tu l'as vécu, c'est aussi l'importance des fréquentations quand on touche le haut niveau, qu'on commence à devenir professionnel et qu'on touche de l'argent. C'est important parce que l'entourage, il peut vous faire basculer du bon côté comme du mauvais. En plus, tu as plusieurs entourages. Tu as un entourage familial qui, elle, foncièrement te souhaite du bien, mais qui te pousse à la faute. Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la notoriété, parce que tout le monde veut un petit peu sa part de gâteau. Et ça peut être compréhensible quand tu n'as rien. Tu te dis, voilà, c'est mon frère, je mériterai aussi. Donc là, il y a un mélange de tout ça qui peut être très dangereux. Et la deuxième, c'est tes nouveaux amis qui sont là, qui est, n'oublie pas que j'ai été là et tu me dois ci et tu me dois ça. Et en général, tu les aimes parce que c'est tes frères d'armes, c'est des frères de sang, c'est les gens avec qui tu as grandi, qui ont été là pour toi quand tu n'avais rien aussi. Donc tu as envie de leur rendre, mais en même temps, voilà, faut arriver à trouver le juste milieu sans les négliger. Exactement, et en leur faisant prendre conscience que j'ai besoin aussi de m'épanouir et que si tu m'aimes, il faut me laisser partir, quoi. Donc voilà, il y a un juste milieu qui n'est pas évident, et surtout dans un âge et avec des règles de quartier. C'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Donc il faut une force de caractère aussi. Personnage central, John, c'est son entraîneur, bien évidemment. Brian Bomac McIntyre, qui est toujours son entraîneur aujourd'hui, qui est son entraîneur depuis l'époque 2008. Ça en dit long, hein. Voilà, un ami de la famille qui devient son coach. Il change de fréquentation à ce moment-là, justement sous l'impulsion de Bomac. Et fin 2010, et ça va te parler, c'est Timothy Bradley, qui est à l'époque champion du monde WBO des super légers, qui prépare son combat contre Devon Alexander, qui est lui champion du monde WBC, qui invite en Floride Terence Crawford pour être son sparring partner.
Et là, il y a un vrai déclic entre la relation Crawford-Bomac, son entraîneur, et le fait qu'il touche le haut niveau avec Timothy Bradley. D'un seul coup, il se rend compte qu'il a des capacités. Ouais, c'est vrai que la vie est faite de déclics, on en parlait beaucoup, et de rencontres. Et il faut être capable, assez intelligent pour saisir les opportunités que la vie peut nous offrir. Et je pense que c'est ça. Et il y avait une forme de sensibilité déjà, parce que je pense qu'il était déjà dans cette démarche de changement, de modification sur l'organisation de sa vie propre. Et je pense que Bradley, le fait qu'il ait sollicité, ça a montré quelque part, ça lui a donné une confiance en lui, ça lui a permis de la considération, ça lui a permis aussi de se rendre compte qu'il n'était pas si loin que ça. C'est ça en fait, un boxeur, il s'entraîne, il fait des combats, il met des gants avec des mecs, et puis il prend des coups, il en donne, et puis un jour, il met des gants au détour d'une mise de gants, d'un round, d'un crochet, d'un uppercut. Il comprend certaines choses et il se dit, et tout est déjà là en fait. Sauf qu'à un moment, il n'avait pas confiance en lui. Ouais. Et cet uppercut, ce crochet, ce direct, ce round, lui permet de prendre confiance en lui. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec Crawford. Et il a fallu ça. Et depuis ce jour-là, et ça a cimenté sûrement sa relation avec son entraîneur. Parce que faire un camp d'entraînement, c'est toi et ton entraîneur. Parce que c'est la guerre, les camps d'entraînement aux États-Unis, d'une manière générale. Parce que tout le monde met les gants. On n'est pas là, on est là pour se rendre service, mais c'est payé déjà, c'est rémunéré. Mais il faut couper la tête du champion. Parce que si tu lui mets des coups, ça veut dire que tu es capable d'être champion aussi. Et donc c'est important. Tout se sait. Et tout se sait. Ce qui se passe dans une salle, donc, on pourra même en revenir tout à l'heure. Mais presque tu vas à la guerre avec ton entraîneur. Vous êtes une notoriété d'un athlète peut sortir juste d'une mise de gants. Il se dit que justement cette mise de gants elle a été vraiment référence et tout le monde s'est rendu compte à ce moment-là que Terence Crawford c'était un énorme potentiel. C'est ça. Ouais, on parlera de notre mise de gants avec Spence aussi. On en parlera parce que Spence a eu aussi une mise de gants référence face à Floyd. En dehors d'une préparation, en dehors de ce qu'elle apporte pour préparer un combat, ça sert aussi à ça, un camp d'entraînement. C'est se jauger vis-à-vis des meilleurs parce qu'en général, quand il y a un champion, il essaie de prendre les meilleurs partenaires d'entraînement, en tout cas autour de lui. Ce n'est pas des seconds couteaux, c'est des gens qui sont potentiellement leurs futurs adversaires. Et quand vous faites pour une première, vous arrivez à faire face à ces champions, ce déclic, c'est là qui s'enclenche. C'est j'ai fait 2-3 rounds avec eux, je les ai mis en difficulté. Potentiellement, demain, je suis champion du monde, quoi. Donc voilà, cette force et cette grinta arrive, elle se forge aussi dans ses camps d'entraînement et Bradley a su lui apporter ce qu'il fallait à ce moment-là. En 2013, il affronte Bredis Prescott sur HBO. Premier combat qui le rend véritablement légitime. Mais avant de rentrer dans les combats, si je parle de cette année 2014, parce que c'est aussi dans la foulée, en août 2014, qu'il reconnecte avec une ancienne professeure de 4e. Et ça va vous parler. Une jeune femme qui s'appelle Jamie Jolett, qui faisait des missions en Afrique. Et ça, c'est un côté de la personnalité de Terence Crawford qui est moins connu. Et tout de suite, il s'est dit « Ah, je veux y participer, je veux en être ». Et c'est un garçon qui, pendant 2 années de suite, est parti en mission associative, caritative au Nigeria et au Ghana, justement pour rendre à la mère patrie. Ça, on n'en parle pas beaucoup de cette anecdote. Il a besoin de transmettre, il sait qu'il peut contribuer à aider des jeunes comme on a dû faire pour lui par le passé. Donc, ça montre un changement aussi, Brian. Là, il y a vraiment une cassure. Il y a une maturité qui s'est installée. Et là, c'est à moi maintenant, en tant qu'homme, de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. Donc, c'est des choses qui sont positives. Et c'est vrai qu'on parle plus de ce côté bad boy de Crawford que ce côté grand cœur. Rentrons justement, John, dans sa personnalité. Il y a aussi un côté attachant chez lui. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il a ce côté un peu bagou, il parle, un peu Kaira, mais dur aussi, très tough, ça t'en parle souvent. Mais c'est un mec ultra brillant, ça se voit. C'est un homme de famille déjà. On le voit à ses combats, il est toujours entouré, il a ses 5 enfants avec sa femme, avec qui il est depuis toujours. Sa mère est toujours il fait proche. ses camps d'entraînement maintenant à Colorado Springs avec sa famille. C'est très rare ça aussi. Sa famille vient le rejoindre. Normalement, on laisse notre famille à la maison parce qu'on a besoin d'être isolé et d'être dans un focus et pas être distrait. Mais lui, c'est sans doute son moteur et c'est ce qui lui permet de se surpasser, c'est d'avoir sa famille près de soi et ça le rend meilleur. Je pense que le boxeur évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, quand un boxeur est en début de carrière, il a besoin de faire des camps d'entraînement et d'avoir ce côté un peu dur, loin de la famille, loin de tout, un peu à la Hagler à l'époque où pendant 4, 5, 6 mois on fait rien, on est dans le dur. C'est des phases où on sortir là et voilà, c'est ça. Et quand on sort du camp, on a un animal et on est prêt à nous lâcher sur le ring. Et puis tout doucement, avec l'expérience, avec le temps, les moyens aussi. Parce que c'est plus même aujourd'hui, il a la possibilité d'inviter toute sa famille. Il se rend compte que c'est pas un frein, au contraire, c'est une force d'avoir. C'est rester dans ses habitudes, dans sa routine habituelle et s'entraîner pour un objectif précis. Et en plus, quand tu débutes ta carrière et que tu es un jeune boxeur et que tu deviens champion comme Crawford peut être aujourd'hui, c'est
c'est le business de la famille. Donc tout le monde va faire en sorte qu'il soit bien. Au début, c'est pas pareil. Il boxe, c'est un boxeur, on ne sait pas, il n'apporte pas grand-chose. Mais quand ça devient une star planétaire comme il est aujourd'hui, tout le monde est autour de lui. Donc ça veut dire que tout le monde se plie en quatre pour qu'il soit bien. Aujourd'hui, la famille n'est plus forcément un frein, mais au contraire, c'est un avantage. Et là, il le sait, et c'est pour ça qu'il s'entraîne avec sa famille. Et c'est bien. Pour en revenir à la question que tu posais du fait de sa personnalité, je pense qu'il y a une vraie maturité chez cet homme. De toute façon, moi, je pars du principe que peu importe la discipline que tu pratiques, tu ne peux pas être champion si tu n'es pas une bonne personne. C'est trop facile, mais tu as quelque chose au fond de toi qui te permet d'être champion aussi longtemps. Moi, je dis souvent qu'il faut une case en trop ou en moins, mais il faut quelque chose. Bien sûr, il faut un truc, mais le champion qui est sur le ring, champion et qui est hors du ring, champion aussi, est le vrai champion. On ne peut pas être champion sur le ring et pas champion sur le ring. Il y a tout c'est un ensemble. Et ce voyage en Afrique dont tu parles, c'est ça en fait. C'est cette envie, alors que c'est un boxeur qui n'est pas connu, cette envie d'aller en Afrique et renouer avec sa terre natale, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas avec l'Afrique, avec des gens qui en ont le besoin. C'est une envie déjà. Il est déjà père de famille. C'est pas comme s'il était célibataire, il avait besoin de donner de l'amour. Il donne déjà de l'amour à ses enfants. Donc il a eu envie à un moment de retransmettre quelque chose à d'autres personnes. Pas aux États-Unis, mais en plus en Afrique. Donc ça montre aussi la personnalité qu'il est. On n'en parle pas, pourquoi? Parce que, encore, ça c'est l'entertainment à l'américaine. C'est plus intéressant sur l'histoire d'avoir un bad boy et un bon gendre, le meilleur gendre que peut être Spence. Donc on va pas trop en parler parce que moi je le trouve pas bad boy, Crawford. Non. Je le trouve dur. Oui, voilà, il a ce côté un petit peu en tout cas, qui touche la confiance en soi. Je ne le vois pas sortir des mots vulgaires, mal se comporter. C'est un mec qui reste un peu à sa place limite, parce que j'ai l'impression qu'il est plus réservé qu'autre chose, qu'il assume ce qui se présente devant lui. Énormément de confiance en lui. Genre je les pose et j'en impose. Mais voilà, je sais que faut pas venir m'emmerder. Et je vais gagner. Mais c'est ce qui est vendeur. Regardez, rappelez-vous le combat Gervonta contre Garcia. Il en faut toujours un, il faut toujours un mauvais. Et lui, il a ce rôle-là parce qu'à chaque fois, et bien sûr c'est la com, parce qu'à chaque fois que les deux se sont rencontrés dans d'autres compétitions, dans d'autres galas, c'est toujours Crawford qui est venu chambrer, qui est venu chercher un Spence qui lui mettait la pression. Alors que Spence était posé, il disait non, le combat il va se faire. Et c'est lui qui est toujours aussi virulent, c'est lui qui parle plus. Donc forcément, c'est lui qui aura ce rôle de bad boy. C'est lui aussi qui a un pitbull il fait un peu méchant. Donc il a cette image quelque part. On est loin du pitbull. C'est cette image un peu de bad boy. Il en faut un. Donc malheureusement, c'est lui qui s'y colle. Bon, on reviendra au combat de Crawford tout à l'heure, puisque là, on est vraiment à un moment charnière pour lui où il commence à rentrer dans le très haut niveau. Mais on va maintenant s'intéresser au portrait un petit peu d'Errol Spence, qui lui est né à Long Island. Ça aussi, c'est pas forcément connu, mais du côté de New York, avant de déménager au Texas, dans la banlieue de Dallas, une ville qui s'appelle DeSoto. Donc vous le disiez tout à l'heure en préambule et en introduction, hein, messieurs. Plutôt classe moyenne, Errol Spence. Il est sportif, mais il est ni sérieux ni assidu. Et c'est son père, qui est d'origine jamaïcaine, qui l'oblige un petit peu à aller à la boxe. Et là aussi, appâté par l'argent, il lui a dit « Si tu vas à la boxe, je te donnerai $20 par mois. » Et c'est ce qui le fait rester à la boxe en fait. C'est une source de motivation. Donc voilà, son père connaissait un petit peu, même beaucoup son fils. Donc il a su le titiller, su l'encourager en tout cas de cette manière à ce moment-là. Mais il ne s'est pas trompé, papa. Il a donné la possibilité à son fils de pouvoir grandir à travers un sport qui allait sans doute le nourrir demain. Et voilà, le travail a été fait. Mais c'est pour ça que la boxe, ce qui est magnifique, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe le milieu d'où tu grandis, si tu crois en toi, que tu travailles et que tu trouves les bonnes personnes autour de toi, il n'y a que toi qui peux le faire ou pas. Mais voilà, ça passe par le travail. Donc ça reste toujours des rencontres au final. Entre ça soit la famille ou les gens autour, il faut une personne. Le plus dur, c'est de mettre le pied à l'étrier. Et en général, quand vous l'avez et qu'il vous suit pendant une longue période, il devient un peu votre mentor, il vous met du plomb dans la tête, il vous donne les armes pour pouvoir vous épanouir et grandir. Mais serait-ce que pour un regard personnel, parce qu'au départ, personne ne sait si tu vas être un grand champion. On fait rêver des mômes, parce qu'on sent qu'il y a des qualités. Mais en réalité, c'est pour que cette personne prenne confiance et qui se rend compte que s'il fait les choses correctement, il n'y a pas de raison qu'il ne grandisse pas et qu'il ne s'épanouisse pas de la meilleure des manières. Il accroche John, il ne lâche pas, il montre même du talent. Et lui, contrairement à Crawford, du coup, il passe par le giron olympique, mais il y reste. La formation amateur, elle est bien définie pour lui. Et puis,
Autre particularité et similitude avec Terence Crawford, c'est que lui aussi il a gardé le même entraîneur. Son entraîneur de jeunesse, celui qu'il a depuis l'adolescence, c'est le même aujourd'hui en professionnel, le fameux Derrick James, celui qui a été élu meilleur entraîneur 2017 par le magazine The Ring et qui vient à nouveau là tout juste pour 2022 d'être élu meilleur entraîneur, mais cette fois-ci par l'association des journalistes de boxe. Alors, ouais, là c'est important d'en parler parce que c'est un tournant, c'est pas un tournant, mais c'est un point important dans la carrière de Spence. Un peu de chance aussi de tomber sur un tel cador, un tel entraîneur. Oui, la chance dès le départ qu'on puisse apporter à cet entraîneur une pépite telle que Spence, mais c'est que c'est la rencontre de deux hommes. Pour ceux qui le découvrent, on en parlera tout à l'heure, mais Derrick James, il entraîne aujourd'hui Jermell Charlo, il entraîne Anthony Joshua qui vient de le rejoindre, Errol Spence, Ryan Garcia qui vient effectivement d'arriver aussi. Donc ça veut dire que tout le monde, pour moi, actuellement, c'est le meilleur entraîneur. Avant même qu'il soit nommé meilleur entraîneur, et comme on parlait, je disais c'est lui qui est le meilleur. Avant même que Anthony Joshua n'aille chez lui, on me posait la question de savoir chez qui devrait aller. Moi, je pense que je disais que c'est lui parce que je vois ce qu'il apporte à ses athlètes, je vois l'évolution à son contact, comment les boxeurs peuvent évoluer. Je me dis qu'effectivement, c'est le meilleur entraîneur aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que justement, il a une relation particulière avec Spence parce qu'il le connaît depuis tout jeune. Depuis son époque olympique, c'est lui qui était l'entraîneur du club, donc c'est lui qui l'entraînait déjà. C'est quelque part, c'est lui qui l'a formé depuis le départ. Donc Spence est à son image à lui, mais il a su trouver l'articulation, l'alchimie pour en faire ce qu'il est. Pour en faire un boxeur olympique, quart de finaliste aux Jeux, et ensuite un champion du monde qu'il est aujourd'hui. Et c'est un très très grand entraîneur. 135 victoires pour seulement 2 défaites. Il est lui aussi Golden Gloves 2009. Lui, il les gagne à Salt Lake City. Il est deuxième en 2010 à Little Rock. Il sera aussi 3 fois champion de suite des États-Unis. Donc ça, c'est une vraie référence. 2009, 2010, 2011. Et il se qualifie donc pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 en remportant les sélections américaines. On décèle le potentiel. Mais là, il est quart de finaliste. Il s'incline face à Andrei Zamkoyov, le russe, un gaucher qui finira lui médaille de bronze. Et sa deuxième défaite amateur, c'était au championnat du monde l'année précédente, en 2011, face à Serik Sapiev, le Kazakh gaucher, qui lui avait été justement champion olympique en 2012 à Londres. Et justement, est-ce qu'une grosse carrière amateur comme ça, John, pour un athlète qui, sur le ring, était parfois un peu brouillon, on pouvait voir son potentiel? Non. Encore moins chez les Américains, parce que les Américains, on les voit. Alors, à part des boxeurs comme Shakur Stevenson, où lorsque tu les vois boxer, tu dis, oh, lui, il a un truc. Les Américains, il y a à boire et à manger. Il y a de tout, de tous les styles d'ailleurs. Le pays est aussi grand qu'il y a tout style de boxe. Et personne ne peut déceler et savoir qui va être bon. Et on sait que dans les rangs professionnels, tout dépend de la promotion, tout dépend de l'entraîneur, on en parlait tout à l'heure, tout dépend de tout un tas de choses. Si le boxeur n'est pas rattrapé par le quartier, si le boxeur a le cursus logique, normal pour pouvoir performer. Après, s'il fait des médailles aussi. Alors, la force de Spence, c'est qu'il était quart de finaliste, il n'était pas médaillé, et on sait ce que c'est. On sait le lourd tribut que c'est d'aller au jeu et de ne pas être médaillé, contrairement à ceux qui sont médaillés, c'est la toute différence. Mais par contre, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu des choses. Il était bon déjà dans le amateur, mais il a fallu une mise de gants, encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Alors, je pense que tu vas en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette comparaison? Moi, j'ai la sensation que c'est un parcours à la Teofimo Lopez. C'est-à-dire que c'est un mec qui était dans le giron olympique, qui avait un vrai potentiel, mais qui n'a pas performé et qui est devenu très fort en pro parce qu'il avait le profil pro. Moi, je pense que les qualités, on les a vues. Tu n'es pas 3 fois des champions des États-Unis sans qu'on décèle des qualités. Tu n'arrives pas dans le carré final des Jeux Olympiques sans qu'on décèle des qualités. Après, il y a, et tu l'as signalé à 2 reprises, il perd 2 fois contre 2 gauchers. Donc, ça démontre qu'il y a un problème, en tout cas, il a du mal à travailler avec les gauchers. Mais à chaque fois, c'est une question de paramètres. C'est malheureusement, quand on est dans le giron amateur, on a souvent une bête noire. Voilà, le boxeur qu'on ne veut plus rencontrer parce qu'il nous pose problème. Pas qu'il est meilleur que nous, mais il nous pose problème et on est bloqué. La chance qu'ont les Américains, contrairement à nous, c'est que quand tu passes dans le rang professionnel, déjà, le laps de temps entre la qualité de boxeur amateur et de professionnel est très raccourci. Nous, il nous faut du temps. De passer de 3 rounds de 3 minutes à 12 rounds de 3. C'est culturel sans doute. Mais eux, c'est vrai qu'ils arrivent à accélérer le processus. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'ils ont tout de suite une boxe professionnelle. Contrairement à nous, où on est très, je ne vais pas dire scolaire parce que ça serait manquer de respect, mais on est très stéréotypé dans notre boxe. Eux, elle est plus créative, leur boxe. On tente plus de choses. Même dans les rangs amateurs, ils ont déjà une boxe professionnelle déjà. Parce qu'en fait, contrairement à la France, aux États-Unis, il n'y a pas ce cursus amateur et pro.
Ils s'entraînent dans les salles s'entraînent avec dans des les mêmes pros, salles déjà avec des pros. ils mettent les champions. gants depuis tout Ils sont petit. déjà imprégnés de ce style-là. Et c'est ce qui leur fait défaut Mais d'ailleurs. On le fait nous aussi, John. Oui. Moi, dans les clubs de boxe, quand j'ai commencé, je mettais les gants avec des pros. Donc, Oui, je sais. Mais sincèrement, je pense que c'est plus une culture boxe qui est Aussi. ancrée chez eux. Aussi. Tu vois, se faire ce show-là, nous, quand on va dans une salle de boxe, on va pas demander à un jeune de le faire dès le départ. On va dire non, reste dans ta case. Eux, on va leur laisser cette liberté. Donc, c'est un risque, il y a un vrai risque. Mais ils ont le droit d'avoir du déchet, les Américains, contrairement à nous. Ils ont de la masse. Ils ont, je sais pas, potentiellement chaque année 50 boxeurs qui peuvent être les rois de la boxe. Et nous, sur les 50, on va en avoir un ou deux. Donc nous, on a besoin de plus les préserver, contrairement à eux. Mais voilà, je pense qu'il y a une culture boxe qui est différente et qui est rattrapée des rangs amateurs à professionnels. Ils ont un accélérateur qu'on n'a pas nous, malheureusement. Alors, vous le savez, hein, Spence a toujours été un peu mon gars. Il passe pro en 2012. T'es l'un des premiers à parler de Spence d'ailleurs. Et ensemble, Brahim, parce que c'est l'anecdote que je voulais donner, c'est vrai qu'on arrive en même temps à Beansport en septembre 2012. Lui, il passe professionnel en novembre 2012 et on commente ensemble ses tout premiers combats. Ouais, on a pratiquement toutes ces Voilà. réunions. On donc on l'a vu évoluer et était l'un des premiers d'ailleurs à le citer en disant que voilà, ça va être le futur crack de demain. On a vu C'était tout de pas suite trompé. que c'était un crack. Oui, mais en début de carrière, ça reste début de carrière. Quand tu regardes tes 10 premiers combats, je ne dis pas que ça veut rien dire parce qu'il faut les gagner pour être un champion, mais l'adversité n'est pas encore à la hauteur. Mais par contre, il nous a démontré à chaque sortie ses qualités intrinsèques, sa capacité à pouvoir s'adapter à ses adversaires, à évoluer, à grandir, à progresser. C'est ça qui nous a impressionné chez Crawford. Et c'est vrai qu'on a vu une fulgurance chez lui. Et tout de suite, on s'est dit, bon, c'est un des cracks de demain. On ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai que John, qu'il a été bien monté aussi. On parle souvent de sa promotion, de son promoteur à Lehman, mais ils l'ont vraiment dorloté, coconné, chouchouté de façon à le faire venir. Alemon vient à ce moment-là. Hein. Et il arrive pile poil à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est l'anecdote que je voulais vous donner. Mais voilà, il passe pro en 2012. Il enchaîne 20 victoires consécutives, dont 17 avant la limite, jusqu'à l'été 2016. L'été 2016 est important et tu vas comprendre pourquoi, John. Dans ce laps de temps, dans ces 20 victoires, il bat des garçons comme Phil Lo Greco en juin 2015, Chris Algieri en avril 2016, tout ça avant la limite, qui a été ancien champion du monde WBO des super légers. Et moi, j'ai un vrai souvenir parce que j'étais à Rio à ce moment-là, dernier jour des Jeux Olympiques de Rio, et Alemon vient de signer son contrat avec NBC. À l'époque, il change de chaîne et il passe sur NBC. Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques sur NBC, combat de boxe de Errol Spence. Ça a fait un carton d'audience parce qu'il était dans la foulée de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Il bat Leonard Bundu, un KO 6, c'est pas un combat fou. Mais d'un seul coup, grâce à cette audience, le public américain commence à le suivre, John. Ouais, par moment, il ne faut pas grand-chose, il faut une opportunité. Et là, il a bénéficié de ce changement, de cette modification et surtout de la cérémonie de clôture des Jeux pour que les gens restent sur la chaîne et puis qu'ils puissent découvrir ce boxeur qui a toujours un style spectaculaire. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, à Crawford, dès le départ, quand j'ai boxé, je disais c'est un Boricot. Boricot, pourquoi entraîneur que je suis, je vois Boricot parce que je ne sais pas s'il s'adapte au style des autres boxeurs, ou s'il impose son style. Il impose son rythme, il impose sa puissance, et il impose sa façon de boxer. Ce n'est pas un boxeur qui est tout en réflexion comme un Crawford, on en parlera aussi tout à l'heure, qui va faire des pas de retrait, qui va se déplacer, mais il est plus dans une machine offensive, il impose sa puissance. Et malgré son visage et sa tête de beau gosse, il a ce style un peu tough, un peu méchant, et c'est vrai que ça castagne beaucoup. Et c'est pour ça que je me disais, les premières fois que je l'ai vu boxer, Spence, je me dis, mais je m'attendais à un boxeur beaucoup plus technique que ça. Mais c'est un Boricot parce que ça a été castagne du début à la fin du combat. Il avance. Il met un nombre incalculable de coups. Et on le sait très bien. Et donc c'est ça, et c'est son style. Et dans ce style-là, il a ce style un peu beaucoup, je dirais même rouleau compresseur, qui fait qu'il met un nombre incroyable de coups et il tape en haut en bas. En plus, il est gaucher. Il a un travail très intéressant qu'il fait au corps, qui est pas mal. Et à force, il use ses boxeurs. C'est pas un boxeur électrique. Mais par contre, il a une puissance, il a une frappe qui est assez lourde. C'est un boxeur qui veut faire mal en fait dans sa boxe. Tu vois, c'est 1-2. Tu sens que la deuxième, elle est là pour faire mal, pour user son adversaire. Alors, je ne le compare pas à Ike Quarté Bazooka, mais il y a un petit peu, c'est vrai. Il y a une aire de ressemblance dans sa manière de faire, de vouloir faire mal à son adversaire. Spence est plus lourd dans sa frappe, contrairement à Ike Quarté, qui était assez sec. Voilà, c'était un puncher. C'était le puncher.
Mais moi, je suis d'accord avec John. C'est ce qui est impressionnant parce qu'en fait, il est longiligne dans sa musculature. Donc, on aurait pu 83. penser que c'est une boxe très léchée, Technicien, sur les technique. jambes. Non, il l'a. Hein. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas. Mais par contre, ce qu'il aime le plus, c'est allez, viens, on y va, quoi. Je suis prêt à les rendre. Et contrairement à ce qu'on peut penser d'un boxeur de sa morphologie, il adore le corps à corps. Vous savez ce que je pense de Crawford, moi, de Spence, pardon. Je pense qu'il y a. Et regardez bien un peu son parcours de vie. Il y a un problème. Enfin, c'est pas. Pardon, il n'y a pas un problème. Il y a un truc. Il y a un truc enfoui en lui. Il y a une espèce. Il y a un mal. Il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse, je pense, moi. Il a un petit côté introverti et Oui. qu'il explose sur le ring. j'ai Exactement. l'impression. Et même à l'extérieur. Regardez ce qu'il est. Aujourd'hui, il est complètement tatoué. Alors, ça ne veut rien dire. certes. Alors qu'il ne l'était pas au Il début. n'était pas au début, mais il y a un changement de vie. Il lui arrivait des choses dans sa vie. Donc forcément, ça crée des changements. Mais quand on regarde un peu ce qu'il est, ce qu'il dégage, ce qu'il montre et ce qu'il est sur le ring et comment il peut se comporter à l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un compte qui n'est pas réglé. Peut-être maintenant avec ses accidents, il est devenu plus famille qu'à l'époque. Il le dit. Ah, ça, peut-être que clairement, c'est- hein, on en mais parlera il y a- tout à l'heure, il y a- mais Il y a un truc. il y a une bascule, hein, C'est c'est ce sûr. jeune homme. C'est ce jeune homme avec une belle gueule qui est pas mal, qui a tout pour plaire. On sent qu'il y a un côté. Et cette ambiguïté qu'il peut avoir avec son style, sa morphologie et son style de boxe, boxer comme ça, c'est forcément avoir un compte à régler quelque part. Bah d'ailleurs, un compte, il en règle un tout de suite, puisque après ce combat de 2016 dont je vous parlais, après les Jeux Olympiques de Rio, son combat suivant, 27 mai 2017, contre Kell Brook, c'est un championnat du monde IBF à Sheffield, en Angleterre. Il va en terrain hostile, John, et il va gagner sa première ceinture de champion du monde des poids welter. Et pas contre n'importe qui. Ouais. Parce que Kell Brooks est un boxeur qui est de renommée internationale, qui est champion du monde, certes. Et puis surtout, une victoire, une très belle victoire. Et au début, il perd le combat, parce que Kell Brooks est un très bon boxeur, l'un des meilleurs boxeurs anglais à l'époque. Et tout doucement, la tendance, elle s'inverse. Et qu'est-ce qui fait inverser la tendance? C'est encore une fois sa puissance de frappe, sa régularité, sur cette capacité à mettre des 10e, coups tout le 11e temps. reprise, il l'envoie au tapis. Oui, il l'envoie au tapis. Mais je crois qu'il lui casse, Ah, il lui casse l'orbite le plancher oculaire, orbital. ouais. C'est ça. Et donc, c'est-à-dire que ça montre bien la puissance. Donc, c'est un vrai rouleau compresseur avec des coups lourds qui tapent de façon incessante. Donc, c'est du Spence dans le film. Et il faut les avoir bien accrochés pour aller combattre un Kell Brook chez lui, qui est champion du monde et surtout qui était invaincu encore à l'époque. Et Kell Brook, c'était un vaincu solide. Ah, c'était du gros solide à gabarit. l'époque. Dur. C'est pas Ah ouais. un C'est Walter pas un faire valoir. Je vous léger. demanderai la hein, comparaison c'est- justement Mais- tout à l'heure, parce que Crawford Même dans aussi sa a affronté morphologie- Kell Brook, mais c'était plus le même. Même dans sa morphologie, c'était un point moyen. hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est solide. Et comme l'a dit John, en fait, franchement, il l'a écœuré. Parce que quand tu vois l'arrêt du combat, Kell Brook, il a les genoux à terre. Ouais, en fait, il ne veut plus y aller. Il se retourne, il il sait peut que plus. c'est Et puis il peut compliqué. plus, surtout. retourne, Voilà, ouais, si. il a une blessure, il sent qu'il y a un truc qui va pas. C'est ce qu'a imposé Spence, qui l'a mis dans cette configuration psychologique, en dehors de la Cette douleur. dureté, la frappe C'est lourde, ça. les frappes C'est lourdes ça va dont vous parliez s'arrêter. tout à l'heure. Et il faut qu'on arrête le truc, quoi. Et première punchline de la carrière de Errol Spence Jr. parce que c'est là qu'il le sort. Strap season. C'est la saison des ceintures. C'est sa première ceinture. Ça, c'est un passage important de Brahim. Quand tu prends une ceinture Chez l'adversaire. chez l'adversaire en plus, non, même en dehors de ça, en fait, psychologiquement, ça te transcende. Moi, tous les boxeurs que j'ai suivis et je les ai beaucoup étudiés avant d'être champion, au moment où ils sont champions du monde, ça devient des démons. Ça Après, devient des. il y a une cape. Ouais, il y a un truc qui est parti, je pense, chez eux, et il n'y a que la confiance qui prédomine, et ça devient des tueurs. Et Spence en fait partie, comme pour moi, l'un des boxeurs qui m'a donné cette image, ça a été Mayer Monchipour. Au moment où il est champion du monde, C'est plus le même. c'est devenu un démon sur le ring, et il a cassé la bouche à tous les boxeurs qui avaient en face de lui. Et pourtant avec une technique qui était limitée. Capital Mais il avait confiance. une telle confiance en lui qu'il a roué de coups tout le monde. Janvier 2018, pardon, il bat Lamont Peterson, un ancien champion du monde lui aussi. Il enchaîne avec Carlos Ocampo, un KO première reprise détonnant. Et puis là, on commence à voir John son palmarès parce qu'il affronte des vrais cadors. Je vais vous demander vos avis sur chacun parce que parfois c'est un peu décrié, mais il bat Mickey Garcia, qui est quand même à l'époque l'un des meilleurs boxeurs pound for pound, toute catégorie, même si les détracteurs diront il a combattu en Walter, mais c'est pas la Ouais. catégorie de Mickey Garcia. Sincèrement, à ce moment-là, on se rappelle de Mickey Garcia, on était persuadé qu'il allait mettre une rouste à Spence quand même. L'autre commençait à marcher vraiment, dominer la planète boxe, et on a eu un Spence qui l'a remis à sa place. C'est là où Spence, pour moi, à mes yeux, a fait partie des cracks de ce qu'on attend Décision aujourd'hui. unanime, hein, John, et c'est vrai qu'il domine complètement. Mais il domine le combat. Il domine complètement, mais rappelez-vous que
Garcia monte de catégorie, il a fait le ménage dans la catégorie en dessous. Ouais, c'est ça. Et c'est presque un défi que d'aller. Et en fait, Et puis on se souvient que Mickey Garcia, il avait eu une absence assez longue C'est ça. à cause de son promoteur Top Rank qui revenait aussi. recherche de notoriété et tout en l'honneur de Garcia, il fait le choix, le risque Ouais. de monter de catégorie pour aller rencontrer un cadre dans cette catégorie-là. Donc quelque part, c'était un pari, c'était pile ou face, et il y perd. Et de belle manière, parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas tant le fait que Spence le batte, parce que je pense que moi, je voyais Spence gagnant déjà avant le combat, mais c'est la manière dans laquelle il l'a battu. C'est ce qui, des fois, les combats ne se font pas par rapport à la victoire ou à la défaite, et même une défaite, des fois, c'est la manière dans laquelle tu perds. Si tu perds avec les honneurs, ça te donne plus de crédit que si tu gagnes KO au premier round. Et c'est ça, c'est la façon dans laquelle Spence le bat qui met Spence encore dans une autre dimension, qui fait perdre beaucoup d'éclat à Garcia, même s'il monte de catégorie, mais la façon dans laquelle il le punit, ça montre aussi que vraiment, ils ne sont pas du même niveau. Et puis Errol Spence, il change de catégorie aussi dans ce combat, parce qu'il faut le rappeler, c'est un combat qui est à Dallas, à l'AT&T Stadium, qui est le stade des Dallas Cowboys, l'équipe NFL. Et toute la ville de Dallas qui supporte les Cowboys, eh bien, se prend d'affection pour Errol Spence. On s'est rendu compte qu'il remplit un stade et il devient bankable dans la ville de Dallas. C'est ça. Ouais, pour moi, ça a été le combat déclencheur de notoriété principalement. Il a été reconnu, respecté à ce moment-là. Chez lui, comme tu dis, il en a imposé. Et puis voilà, derrière, il a pris les combats les uns après les autres et il a fait ce qu'on imaginait de lui, ce qu'il était capable de faire. Et la chance qu'il a, on n'a pas arrêté de le répéter, c'est qu'il est sous promotion PBC avec Al Haymon, qui lui a donc permis ce combat face à Mickey Garcia. Il enchaîne le combat face à Sean Porter, qui à l'époque est lui champion du monde WBC à 31 ans. Une décision partagée, combat de l'année. Ah, mais moi, c'est sans doute encore un des combats qui m'a marqué le plus, parce qu'on a vu deux boxeurs avec des qualités folles, un peu de ce qu'on attend de ce combat en réalité. Exactement. Toi, on parle des Cat King, des grands c'est ça, champions, nous on en parle souvent, mais pour moi c'est la boxe américaine dans toute sa splendeur. Déjà sur le porteur Spence, on l'était, et sincèrement pour celui-là, on est du même calibre. Peut-être qu'il va autant nous impressionner et rester dans les mémoires comme l'a pu. En tout cas, les ingrédients. En fait, moi, je ne peux pas imaginer que le combat soit trop calculé. Oui. C'est pas deux garçons qui m'ont calculé. C'est deux garçons qui sont capables de faire la guerre. C'est deux garçons qui ont toutes les armes dans tous les compartiments pour pouvoir s'imposer. Et c'est ce qui va faire que derrière, l'ego va nous embellir tout ça. Un combat que nous avons commenté. Et je me rappelle que dans la cabine, on était debout, on tapait sur les murs, parce que c'était un combat qui était à 100 l'heure et prévisible. Pourquoi? Parce qu'on connaît Showman Porter qu'il est. On sait qu'avec lui, ça part dans tous les sens. On sait que c'est un boxeur assez athlétique, assez physique. Et ce côté un peu bourricot de Spence démontrait qu'il n'allait pas reculer. Il n'a pas reculé, il a fait le combat. Ils ont un peu le même tempérament d'ailleurs à ce niveau-là. Et un est plus virevoltant et l'autre est plus calme et plus posé, mais quand même avec ce côté un peu chien fou. Et Spence, et rappelez-vous, ce qui faisait la différence, effectivement, il y a eu un compte à la 11e reprise. 11e reprise, il l'envoie au tapis. C'est ça, j'ai vu le combat encore il n'y a pas longtemps. Et ce compte, crochet gauche c'est le combat, c'est l'issue du combat en fait. Mais parce que jusque-là, c'était très serré. Et Sean Porter a fait un combat fantastique parce qu'il a été franchement avec le cœur comme d'habitude. Et même jusque-là, moi j'avais un petit avantage pour Spence parce que Spence, encore dans la technicité, il était un poil plus précis. C'est lui qui finissait les actions à chaque fois. Il touchait, il en prenait, mais il revenait à chaque fois. Il y avait cette espèce d'organisation, ce contrôle du combat. Il avait un contrôle sur le combat. Et lorsqu'il a fait compter… ça montrait les limites de Porter. Aussi. L'adversité de Spence a apporté, en tout cas on a vu visuellement, certes le courage, on ne lui enlève rien, mais qu'il était encore un petit peu limité par rapport à ce cran qu'il y avait au-dessus face à lui. Allons-y, puisque je voudrais faire la comparaison, même si ce n'était pas prévu dans ce sens-là. En novembre 2021, donc 2 ans plus tard, Terence Crawford affronte ce même Sean Porter. Un chaos technique à la 4e reprise, c'est pas du tout la même physionomie, pas du tout le même combat. Si on fait la comparaison, on se dit que Crawford, il est au-dessus de Spence puisqu'il l'a battu avant la limite Porter. Mais moi, j'ai aussi la sensation et l'envie de vous dire que Porter, c'était déjà plus le même. Ouais. Non, mais même en boxe, ça se passe pas comme ça. On ne peut pas comparer parce que c'est de la tactique, c'est de la stratégie, c'est la capacité à pouvoir accepter la dureté des coups d'un adversaire. Sincèrement, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Que même si tu as le même adversaire,
on ne parle pas de la même chose. Exactement, encore moins de dire que parce qu'un tel a battu un tel, donc C'est s'il ça. bat un tel, donc c'est-à-dire que le Mais c'est un argument des fans de Crawford, Y a ça, pas de- John. Oui. Alors c'est vrai que c'est. C'est des bons arguments. Moi, ce que je peux dire De sur confiance. sur la comparaison des deux, effectivement, parce que la preuve, c'est que Sean Porter arrête sa carrière après ce combat-là. Pas parce qu'il a Et été. Kell Brook, même chose, puisqu'il Ouais. l'avait battu aussi. Mais c'est ça. Mais pas parce qu'il a pris une telle raclée que finalement il est dégoûté de la boxe. C'est parce Non, qu'en c'est qu'il même était temps, à la fin de sa. Sean Porter, on l'a dit, Sean Porter est un boxeur qui est assez généreux sur le ring, il donne beaucoup. Un vrai Il en boxeur avait avec- trop donné. et je pense que c'est ça, une boxe très coûteuse physiquement. Et au bout d'un moment, après avoir fait autant de guerre, le corps commence à lâcher aussi un petit peu, puis il a peut-être d'autres intérêts aussi. C'est un boxeur qui commentait les combats à la télé, donc au bout d'un moment, ça suffisait. Et c'est vrai qu'il a rencontré un Terence Crawford à un moment où il était sur la fin, parce qu'il annonce l'arrêt après. Et rappelez-vous, ce combat, nous l'avons commenté aussi, la façon de laquelle il arrête le combat. Il se fait compter une fois, on a l'impression, connaissant Sean Porter, qui pourrait repartir au combat, et son père qui jette l'éponge. Son père le Et dit lui- d'ailleurs. et lui, il pense Son qu'il peut père, il a continuer. abandonné. Il sent qu'il peut continuer, mais on sent qu'avant ce combat-là, les deux s'étaient parlé. Rappelez-vous, les deux boxeurs, le père et le boxeur, à chaque fois un combat commence, ils se mettent tête contre tête et ils font une espèce de prière ensemble. Et on sent une vraie communion entre le père et le fils, et l'entraîneur et l'entraîné. Et on sent qu'avant ce combat, il y avait des choses qui avaient été dites avant, et que si jamais on voit que ça devient dangereux, tu cours trop de risques, on arrête. Et c'est ce qui Le a été plus dur- fait, très le plus dur judicieusement de- d'ailleurs. Le plus dur a été fait en amont. La carrière était déjà bien établie derrière lui et là, la santé a pris le dessus. Et c'est pour ça qu'il y a la relation, je En tout pense, cas, avec Porter le père. était plus le même. Ils se sont Porter parlé, était plus le ils même, savaient je que suis c'était. d'accord. Voilà, il a encore un ou deux coups Mais- à faire si ça se passait bien. S'il y avait un couac, c'était le moment d'arrêter, sans frustration. Il y a un mais, il y a toujours un mais. Sean Porter était plus le même, mais rappelez-vous quand même. C'était peut-être son barreau d'honneur, mais rappelez-vous le combat qu'il a fait. Il a mis un Crawford en difficulté. Ah ouais, Pendant tout le combat, ouais. on pensait que. Pendant tout le combat, Porter était devant au niveau du pointage, parce qu'il touchait. Et on sentait, par contre, un Crawford qui était un peu plus dans la gestion, un peu surpris, un peu dans la gestion. Et rappelez-vous, on est venu dans le combat. Dès qu'on lui a dit à un moment, t'es en train de perdre, le combat s'est abrégé directement. C'est-à-dire que quelque part, Crawford était dans le contrôle, était dans la Ouais, gestion. je suis d'accord. Même s'il laissait glisser le combat, on a l'impression qu'il était mené, il gérait encore ce combat. Au moment où il a su qu'il était Ouais, il savait que probablement c'était à 12 en rounds retard, et C'est qu'il ça, fallait il aller. savait- exactement. il savait qu'il fallait Il a passer les abrégé le rounds. combat. Il a abrégé le combat quand il l'a voulu. On continue avec la carrière de Spence parce que ce sont ses deux derniers combats. Celui contre Danny Garcia qui est peut-être pas resté, mais moi je voulais vous en parler aussi rapidement. C'était en décembre 2020. Celui-là aussi on l'a commenté John ensemble parce que tu parlais tout à l'heure de savoir si est-ce que Spence c'est vraiment un combattant qui est capable de s'adapter ou est-ce qu'il va tout le temps de l'avant et il fonce en mode bourricot. Moi je trouve que face à Garcia justement il y a eu une vraie adaptabilité dans la tactique de son combat. Je n'avais pas commenté ce combat, on n'avait pas commenté ensemble. Peut-être que j'étais pas là, mais oui, il s'adapte bien. Et surtout, l'important de ce combat, c'est que c'est le combat qu'il prend après son retour d'accident. Exactement. Et donc, et encore, pour montrer un peu l'état d'esprit du bonhomme. Un an c'est qu'il que- n'avait pas combattu. Exactement. Il a Puisque, pas voulu alors, prendre pour un combat refaire facile. la petite histoire très rapide, John, c'est vrai, septembre 2019 face à Sean Porter, il s'impose et les travers de la vie et de la carrière de Spence arrivent à ce moment-là parce que 2 semaines plus tard, il sort en boîte, l'alcool, état d'ivresse, il rentre de chez lui à 2 h du matin dans les rues de Dallas et il est à 180 km/h dans sa Ferrari blanche, accident de voiture où il aurait pu y laisser sa Des vie. images parce que- assez impressionnantes. voilà, il n'avait pas sa ceinture, c'est ce qui l'a sauvé. Il a été éjecté de la voiture, mais on retrouve un tas de ferraille. La voiture, elle est Vous savez, explosée. Cette histoire encore me montre qu'un boxeur comme Errol Spence, toute sa vie, il a eu de la chance. C'est vrai, hein, il y a des gens comme ça qui sont chanceux de leur il est vie. touché par. Vous imaginez un petit peu Je sais pas s'ils Parce qu'il appellent a ça pas- de la chance. Hein. Mais parce qu'il n'a pas attaché sa Faut les- ceinture. Oui. Il est passé par le tour ouvrant. Tu imagines un petit peu, c'est pas de la chance, c'est quoi Ça, c'est une Non, mais chance c'est- incroyable. C'est des gens qui aiment jouer avec le feu, Il qui s'en se. sort avec rien de cassé. C'est Aucune fracture, C'est dans un la peu fracture. cramé aussi. Mais bien sûr. Rouler à 180, t'as 2h30. Ah oui, mais ça- Ouais, il était bourré, il était sous. Hein. Oui, Clairement, mais il l'a ça- dit, hein, ça il l'a demande- avoué. Ça demande un trait de caractère aussi. Si c'est quelqu'un qui est raisonné, il sait qu'il laisse la clé à un pote ou il prend un taxi. Bien sûr. Donc il y a une folie chez lui. Et la folie, elle le démontre derrière d'ailleurs. Un an après, il prend Danny Garcia, il prend pas un boxeur de seconde zone. Mais on n'a pas Il l'impression il prend des cracks. que ce choix-là, Et quand tu regardes bien, c'est même lui qui provoque Ouais, Crawford clairement. en disant je veux Crawford maintenant. En gros, j'ai plus le temps à perdre. C'est vrai. Les deux promoteurs, personne ne s'est entendu. Aujourd'hui, on va prendre nos responsabilités. Moi, j'en ai marre de jouer. Je veux ce qui se fait de mieux et c'est Crawford. en même temps, c'est son legacy. Il est obligé de Son faire. héritage. Là, au point où il en est, il est obligé. Alors, moi, je suis d'accord avec Brahim quand il dit que c'est de la folie de conduire à 180 km/h dans les rues de Dallas. Bien sûr, ça c'est clair. Mais c'est pas de la folie de choisir un Garcia. C'est pas cette folie-là, c'est l'homme de challenge qu'il est.
C'est-à-dire qu'il revient, le niveau auquel il était, il veut montrer aux gens que l'accident exceptionnel, incroyable qu'il a pu subir, ne remet pas en question Sans ses galvauder qualités. l'argument, John, c'est quand même beaucoup de courage pour Mais un bien sûr. garçon. Souvent, les boxeurs, ils se disent C'est ah ce non, que je je veux vais dire. prendre un C'est petit ça. combat de. C'est ce que je ça veux aurait été dire. Un petit légitime, un ça petit aurait mois pas de été- rentrée. C'est ce que je veux contre dire. Danny Garcia, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est qu'après son accident, ce fantastique accident et le fait qu'il ait survécu, il va revenir au même niveau, il va montrer qu'il est toujours là. C'est du courage, c'est Ouais, du panache. c'est énorme, c'est Mais énorme. bien sûr, mais c'est énorme. Il aurait pu prendre un combattant, un faire-valoir pour se remettre dedans, refaire un combat avant d'eux. Mais au contraire, très rapidement, il a voulu reprendre un boxeur de classe mondiale. T'es trop dans le monde là. La lumière elle a changé ou pas? Bon, c'est pas très grave, on ira là-bas. Il y a moins de lumière. Non, oui, mais pas. Dans la foulée de Danny Garcia, et là aussi, encore un gros combat et encore une référence qui montre que son palmarès est vraiment beau à Errol Spence. Avril 2022, celui-là on l'a commenté ensemble, combat d'unification pour aller chercher la ceinture de champion du monde WBA. Il affronte le Cubain Yordenis Ugas. Et là encore, la même blessure que Brook, il lui fracture l'orbite oculaire. Mais il y a une chose que tu as oublié de dire, c'est qu'il revient d'une opération de Oui, lui-même de l'œil, de la rétine. De la rétine. Donc c'est-à-dire que ça, c'est une blessure qui est. Il aurait pu arrêter sa carrière. Exactement. d'ailleurs. Ça, c'est un sujet, c'est un cas qui, en général, arrête les carrières des boxeurs. Donc, rares sont les boxeurs qui en reviennent d'un décollement de la rétine. Et lui, il s'est fait opérer, il est revenu. Et juste après cette opération, encore après 1 an d'inactivité, il rencontre celui qui avait pris la ceinture qu'il aurait dû récupérer. Parce qu'effectivement, Ugas avait rencontré Pacquiao et c'est lui qui était pressenti pour rencontrer Pacquiao. Et du fait de sa blessure à l'œil, il a dû laisser sa place à Ugas et Ugas a ravi la ceinture à Pacquiao. Et il fait un combat, encore une fois, exceptionnel. Et c'est un vrai champion, Spence, on le sait. À chaque fois, il a su relever les défis, il a su, avec panache, faire le travail. Et à chaque fois, il y a encore une victoire avant la limite. Et puis surtout, il lui casse, encore une fois, comme tu le disais, le plancher orbital. Et c'est incroyable, ça montre encore sa puissance. Et rappelez-vous le nombre de coups qu'il mettait. Il mettait 50 coups par round quasiment. Et alors, C'est une des forces, hein, Alors, ce débit de à sa décharge, c'est que Ugas a le style qui lui permettait ça. Rappelez-vous, Ugas, et je le connais parce qu'on a boxé en quart de finale en demi-finale des Jeux Olympiques avec Daouda Sow à Pékin. Et Ugas, c'est un boxeur qui a une tactique, c'est souvent, il garde pendant longtemps, il a une garde très hermétique, il laisse beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps de latence dans sa façon de boxer. Et donc, ça a laissé la place à Spence pour travailler. En tout cas, il a été actif, il a mis beaucoup de coups. 50 Après, coups par round, Ugas c'est n'a énorme. pas été l'adversaire le plus difficile. Hein. Non. C'était un adversaire solide qu'il fallait gagner. Il reste De sur une classe belle mondiale. performance, bien sûr. Mais là où je vous rejoins, c'est que, ouais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Son parcours, son vécu, ses difficultés, ses défis, ça en dit long sur le boxeur qu'il est. C'est prêt à mourir sur le ring. Il y a de la fierté, il a envie de démontrer que je suis le meilleur et rien ne me fait peur. Mais voilà, c'est tous les ingrédients idéaux pour un boxeur. T'as remis Play? Ouais. Petite reprise après une coupure très rapide. On en était au combat d'Errol Spence face à Yordenis Ugas. Il y a une petite anecdote que je voulais vous raconter parce qu'il n'a pas souvent été mis en difficulté, Errol Spence. Rarement mis KO ou en tout cas secoué. C'était le terme que je cherchais. Mais face à Yordenis Ugas, à un moment donné, John, il prend un coup, un bon crochet qui lui fait perdre son protège-dents. Et là, il est déstabilisé psychologiquement, Errol Spence, et il en a parlé seulement récemment, parce que certes, il n'a pas eu de fracture lors de son accident de voiture avec sa Ferrari, mais il a été obligé de refaire toutes ses dents. Et au moment où il prend le crochet et il perd son protège-dents, il a l'impression que ses dents sont cassées. Et en fait, il ne veut pas, auprès du public, montrer qu'il a refait ses dents et que ses dents auraient pu être cassées. Donc il a un moment de flip, un moment de panique et il se dit oh là là, c'est mes dents qui sont tombées, c'est mon protège-dents, il ne sait pas trop. Et c'est aussi pour ça qu'il est un peu déstabilisé et qu'il perd de la concentration dans le combat. Vous savez, pendant un combat, il se passe plein de choses dans la tête d'un boxeur. Et c'est-à-dire que cette notion de dents, de protège-dents, c'est vraiment parce que, et c'est ça, il explique lui-même, hein, à un moment, vous imaginez que ces dents, ces 4-5 dents. Il a dit je ne veux pas être un mème sur les réseaux sociaux et qu'on mette cette vidéo. Quand je dis dans un combat, il se passe plein de choses. Ça dure une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'il a le temps de penser à tout ça. Au moment où il a un championnat du monde avec 2 ceintures en jeu, il a le temps de penser à ses dents, aux réseaux sociaux. En fait, c'est ça. Il est sorti un peu du combat à ce moment-là. Et ça arrive, ça peut arriver à tout le monde.
Il a eu de la chance parce que Ougas n'a pas pu en profiter. Par contre, et c'est vrai que si jamais il fait ce genre d'erreur face à un boxeur comme Crawford, il saura la saisir. Mais comme Crawford aussi peut avoir ses petits démons aussi. Et donc, c'est un humain, hein, Spence. Ça peut lui arriver comme ça peut arriver à n'importe qui. Oui, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pendant un combat. Moi, je l'ai vécu. Devant Ivan Pazzo, championnat d'Europe, première défense européenne. Je prends un uppercut que je vois de très loin, mais je ne suis plus dans la capacité à pouvoir vraiment l'esquiver. Mais je le vois arriver. Hein. Je vois le gant le plus grand, de plus en plus gros. Et j'entends. Et les dents de devant ont sauté. Et là, tu arrives dans le coin, tu ne veux pas abandonner parce que tu es devant. Tu leur dis, en tout cas moi j'ai dit à ma team, ne m'enlevez pas protège-dents parce que les dents ont sauté. Et c'est vrai que pendant les 3 derniers rounds, j'y pensais presque constamment. Parce que tu sais que ça ne repousse pas, tu sais que c'est traumatisant. Et c'est sans doute la blessure, pour ma part, qui m'a le plus traumatisé dans ma carrière. J'ai mis du temps à digérer ce genre de choses, d'accepter. Aujourd'hui, j'ai plus de dents. En plus, ce n'est pas un truc que je voulais dire au grand public. Tu vois, si psychologiquement, c'est quelque chose. N'importe qui, vous enlevez les 2 dents de devant, sincèrement, vous ressemblez à plus grand chose. Mais c'est aussi les risques de notre sport. On prend des coups, on en donne. Il y a des séquelles. Mais voilà, il a la capacité à pouvoir rester dans le combat aussi, y revenir, même si c'est évadé à un moment donné. Voilà. Mais là où John a raison, c'est que il ne faut pas que ça perdure, parce que quand vous avez un boxeur intelligent en face de vous et qui perçoit qu'il y a un doute, c'est exploité. Il y a un truc dont je suis sûr, c'est que ça n'arrivera plus. En tout cas, ne serait-ce que matériellement parlant, John, il a pris un spécialiste des protège-dents qui lui a dit quoi qu'il arrive, le protège-dents, une fois qu'il est enclenché, je ne veux plus qu'il sorte. Ouais. Et je mets ta responsabilité en jeu en plus, il l'a mis devant tout le monde. Peu importe la coquille, la chaussure, je pense que c'est tout processus d'un boxeur. Il a eu un problème technique, si on peut l'appeler comme ça, qui ne se reproduira plus. Parce qu'il va prendre les mesures pour, c'est ce qu'il a fait pour son protège-dents. En même temps, il ne sera plus perturbé. Parce qu'il aura été vacciné habituellement. Ça ne sera plus lui coûter très cher. C'est comme la première blessure. Ouais. Ça aura pu lui coûter très cher. La première blessure, avant que tu l'as vécu pendant un combat, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Ouais. Tu peux imaginer avant en entraînement ce que tu veux. C'est vrai. Mais le jour de combat, sincèrement, Ouais. c'est plus la même. Une simple blessure, et c'est pour ça qu'on s'inquiète beaucoup, est-ce que ça s'aggrave dans le coin? La seule chose qu'on attend dans le coin, c'est que le coach nous dise ou pas, la blessure s'aggraver, si c'est aggravé, ben ça remet tout en question. C'est de plus reprendre de coups, de changer de stratégie. Donc là, il y a la capacité à pouvoir vite s'adapter. Et puis il y en a qui arrivent à faire abstraction de cette blessure, de dire c'est rien, je vais continuer à travailler. Donc voilà, et je pense que c'est une vraie, c'est un vrai trait de caractère d'un athlète. C'est cette capacité à pouvoir absorber l'information, la traiter dans les médias et ou passer outre, ou de faire avec et de composer quoi. Mais quand un champion le vit une fois, bon, en général, on passe à autre chose. Ça y est, ça c'est acquis. Les imprévus, c'est arrivé aussi pour Crawford, rarement, on en reparlera quand on viendra à son palmarès. Mais en décembre 2019, face à Cavalioscas, 3e reprise, il prend là aussi un bon coup qu'il fait tituber. C'est peut-être la seule fois de la carrière où on a vu Crawford en difficulté. Il se dit oh là là, il peut tomber. On avait commenté ce combat. Il dit non, lui. Après, il parle. Lui, il dit non, il continue à dire non. Par orgueil. On l'a vu. Oui. On l'a vu bouger un petit peu. Mais bon, il apprend le métier. Enfin, il est déjà champion du monde, mais il connaît le métier. Mais c'est-à-dire que, et même ça, c'est des choses qui vont lui servir parce qu'il n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Ou peut-être qu'il a été touché par moments que nous ne l'avons pas vu. Mais lui le sait et il n'en a pas parlé forcément. Mais ça l'oblige à faire attention. Et je me rappelle qu'avant ce combat, il était resté quasiment 2 ans sans boxer. Et on se posait des questions de sa façon à laquelle il est rentré dans le combat, comment ça allait se passer. Et je me rappelle que les 3 premiers rounds, et le Lituanien était très dangereux, et toujours très dangereux en termes de combat. Et on a eu peur, on s'est inquiété, on s'est dit, oulala, ça commence pas très très bien. Il a eu du temps à trouver ses repères avant de prendre la mesure du combat. Mais en même temps, ça lui apprend, ça l'oblige à gérer les combats de façon différente. C'est l'apprentissage. Ça a obligé à Crawford d'être plus vigilant en début de combat. Quand tu regardes bien, il analyse énormément. C'est un vrai ordinateur à ce moment-là. Ouais. Il analyse tout, la force, la puissance, le déplacement de l'adversaire. Et il arrive à se faire tout de suite un point de vue. Et quand tu regardes bien, 2e, 3e reprise, et ben là, il adapte une autre attitude. Une autre tactique. Et pour moi, sa plus grosse force à Crawford, c'est ça. Sa capacité à pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel adversaire, à n'importe quelle stratégie. Moi, c'est là où il m'impressionne le plus. Hein. C'est vrai. Il a un vrai QI, il a une science du ring, une science de la boxe qui fait qu'il réussit à chaque fois à s'adapter. Et je ne résume pas ça
qu'à sa capacité à switcher et à changer de garde. C'est pas ça, c'est pas que ça. Non, Mais c'est même sur l'intelligence, l'analyse, ouais. sur l'adaptation de ce qu'il fait, tous les adversaires auxquels il a pu faire Il est face, capable de vite comprendre son il vient adversaire. de ouais. comprendre Ah et ouais. mettre des choses en place. Et c'est ce qui peut être la donnée du combat. Hein. Moi c'est ce qui m'oblige à me dire que là, le combat, c'est vraiment du 50-50. Bon, Parce on va- que face à Spence, parce qu'il a des qualités qui sont bien définies, qui est la puissance, et sincèrement, quand vous avez quelqu'un qui a un débit de coup, qui avance en permanence sur vous et qui fait surtout extrêmement mal, peu importe qui vous êtes en face. Tyson le disait très bien, ils peuvent tous mettre une stratégie avant, mais dès qu'ils reçoivent Quand les tu prends le premiers coups de premier poing, coup, il y a tout qui vole en éclats. Et là, Spence, il a ça. Mais face à lui, il a un Crawford qui a une telle adaptation qui me fait douter. Voilà, c'est un combat qui va être d'une violence folle et qui va être d'une adaptation des deux boxeurs. on l'espère. Sincèrement, On va rentrer. Je te jure, John, je n'arrive pas à imaginer Ouais, que mais ce aussi. combat-là soit un calcul. John, il temporise toujours, tu c'est- sais. Si ça va être à l'image de Attends, quoi, attends, ça va être attends. un Ernst Leonard Ouais, ou moi, un je pense Ernst que- un Hagler, Ernst Hagler. où tout de suite Ouais. ça part dans Moi, tous je les pense que sens. ça peut partir dans Tellement tous ils les sont sens fous à les la deux. Ernst Hagler. Ils ont un tel ego Ouais. que je serais pas. Les deux boxeurs, hein, On va y venir. pour les deux, c'est les mêmes. Hein. On y viendra à un moment. Mais il y a eu beaucoup de combats où on espérait, on attendait, on se disait c'est Oui. pas possible, ça va. Ouais, et non, finalement, pas là, John. ça fait Ouais, pchit. mais Voilà. pas là. Oui, pas là. vous avez raison, je pense Voilà, aussi. impossible. J'espère aussi. Bon, Et puis, on en a besoin. avant de venir aux clés du combat et comment vous le voyez, je finis avec le parcours un petit peu de Terence Crawford. En mars 2014, il affronte Ricky Burns à Glasgow. Il va lui aussi en terrain hostile, un petit peu à l'image de Spence face à Kell Brook. Et il prend son premier championnat du monde WBO des poids légers. Il le dit encore aujourd'hui, Terence Crawford, c'est la plus grande joie de ma carrière. Il enchaîne avec Gamboa à Omaha, donc chez lui. Un nom à la maison, pareil, sa plus grande fierté. Il continue à avancer, Ray Beltran, Thomas Dulorme qui sont des bons cadors. Et puis Victor Postol, qu'on connaît bien nous, parce qu'il a affronté un Français face à Ivan Mendy. Il prend une ceinture de champion du monde WBC des super légers, ce qui l'amène, John, à ce fameux combat où il prend les 4 ceintures de la catégorie des super légers, qui l'unifie, ceinture WBA, WBC, WBO et IBF, face à Julius Idongo. C'est le premier boxeur de la catégorie à unifier les 4 ceintures. Avec qui on l'avait commenté? C'était toi, John, ou c'était Brian? Non, c'était. Alors, on avait commenté ce combat exceptionnel en juin 2017, Facile. où là vraiment il rentre dans l'esprit des gens, ça devient un vrai champion du monde légitime, Crawford. C'est vrai, il a toujours été, on connaissait ses qualités. On pensait, il était donné vainqueur déjà avant le combat. Et encore une fois, de très belle manière, je rappelle, avec un uppercut au corps, un uppercut gauche au corps qui asphyxie au dos. Qu'on ne voit pas arriver au départ en plus. Ouais, c'est vrai. Il nous fallait le ralenti pour vraiment. Et- Mais c'est parce que ça s'est fait sur un déplacement. Et c'est là où ça démontre Mais l'intelligence. je crois que dans son parcours, il bat aussi un ancien champion olympique, celui contre lequel Alexis Vastin s'était fait voler. À son John, il palmarès- adore faire ça, tu sais. C'est la colle de John. À son Tu sais, palmarès, Ah, sinon, c'est pas dit la boxe Il aime amateur. trop Hein. faire ça. à son palmarès, il a un Dominicain. Un Oui. Dominicain. À Londres. Hein C'était à Londres, Qui dominicain. Non, ou à Pékin. Non, à Pékin. Et donc, on disait qu'à son palmarès, il avait 2 champions olympiques. Il avait et Gamboa et un Dominicain. Bon, bref, en tout cas, très belle manière, il récupère ses ceintures. C'était un des seuls, c'est le seul dans cette catégorie. Et surtout, c'est pas que le fait seulement qu'il récupère les ceintures, c'est la façon dans laquelle c'est Thomas Dulorme. tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ce qu'il est capable de mettre en place, et puis surtout, il n'a pas un physique très impressionnant. Mais Non. on en parlera sûrement tout Ouais. à l'heure aussi. Mais il n'a pas un physique de démolisseur. Non. Il n'a pas. Lui, pour le coup, c'est un vrai Son physique physique longiligne. ne donne pas l'apparence de ce qu'il a sur le ring. Il vient des légers. Moi, je trouve que c'est un super léger naturel qui est devenu Walter C'est vrai. Oui. et qui est aujourd'hui un vrai Walter. Oui. Justement, quand il passe Walter en 2018, il prend les ceintures de Jeff Horn, le gars l'Australien qui avait battu Manny Pacquiao. Il enchaîne avec José Benavidez Jr., ça aussi c'est un nom. Bon combat. Amir Khan, gros combat face à Amir Khan. Cavalioskas, le combat on a dit où justement il a un peu titubé à un moment donné. Kell Brook, adversaire que Spence avait battu. Sean Porter à nouveau. Et puis le plus récent qu'on avait commenté ensemble, John, David Evanessian. Avec une plateforme qui lui a valu 10 millions de dollars tout de même. C'est vrai que quand je regarde en fait ce parcours, et c'est des statistiques que je voulais vous donner, en 5 ans, il n'a pris aucune autre ceinture, Terence Crawford. À la différence de Spence, qui lui est allé chercher
2 ceintures différentes, celle de Sean Porter et celle d'Ougas, la WBC et la raison. WBA. Mais là, parce qu'on a deux promoteurs C'est la et promotion, exactement. différentes. Raison pour laquelle il a quitté. Spence était Voilà. avec le promoteur qu'il fallait pour pouvoir avancer plus vite, se créer des opportunités. Quand Crawford est resté, mine de rien, c'est un boxeur qui reste chez lui, qui ne sort pas. C'est sans doute ce combat-là qui va être le plus important de sa carrière à Crawford. C'est ce combat-là qui va démontrer tout ce qu'il a fait avant, ce qu'il est, le champion que c'est. Ce combat qui va tout définir. C'est pour ça qu'il est fou ce combat en réalité. Mais pour les deux, hein. Mais peut-être plus pour Crawford que pour Spence. Rappelons déjà qu'ils ont à peu près le même nombre de combats ces dernières années. Ils n'ont que 3 combats lors des 3 dernières années les deux. Donc ils n'ont pas beaucoup combattu. Crawford, c'est 7 mois sans combattre puisqu'il a combattu en décembre. Alors que Spence, 15 mois sans combattre. Est-ce que ça peut avoir une influence et une importance Non, dans le à combat ce niveau-là d'expérience, non. C'est des garçons qui restent quand même en activité. Sincèrement, je ne vois pas les 15 mois poser problème à Spence. Non. Il va avoir une préparation. Je pense qu'en plus, à ce niveau-là, le repos leur font du bien. Ils sont âgés pour des sportifs de haut niveau, même s'ils sont en pleine force de l'âge. Donc, les mois d'arrêt sont très, très, très bénéfiques. Mais John, on peut en parler. Il n'y a pas une préparation, on ne s'entraîne pas blessé. Ou on ne prépare pas un combat blessé. Et qu'on est même à faire le combat blessé. Là, les 15 mois permettent aussi de rétablir le corps, le psychologique. Se régénérer. Ça les rend meilleurs à ce niveau. Hein. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, le combat. Je voulais qu'on aborde les forces de chacun. Je vous donne un petit peu des éléments. Si vous pensez qu'il y en a d'autres ou si vous n'êtes pas d'accord, vous n'hésitez pas. Spence, moi déjà, ce qui me parle véritablement chez lui, c'est que pour moi, c'est un vrai poids welter. Il peut devenir demain super welter, mais on le voit à sa densité musculaire avec son âge. Il a même commencé en super welter. Exactement. Moi, je trouve que c'est l'une de ses vraies forces. C'est que c'est un vrai poids welter. Autre force, c'est dans son coin, John, Derrick James, entraîneur, on l'a dit, de Jermell Charlo, Anthony Joshua ou même Frank Martin, prochain prospect avec Ryan Garcia. Son promoteur, c'est une force. Al Haymon, c'est aussi lui qui lui a amené ce combat. Et quelque part, on se dit à un moment donné, si les juges doivent pas pencher d'un côté ou de l'autre, ça peut avoir son importance. Et puis sur le plan technique, clairement, pour moi, son jab, il a un vrai jab à l'américaine, celui qui lui permet de rentrer dans la garde et dans l'espace de l'adversaire. Son volume, c'est un rouleau compresseur, tu le disais John. Il est intelligent aussi, attention. Oui, Bien sûr. C'est un gars qui est bien ancré au sol. Voilà, il a vraiment ce côté boxe professionnel. Et puis, c'est peut-être un point qui est un peu galvaudé, mais c'est un bon défenseur aussi. Peut-être pas au niveau de Crawford, mais c'est un bon défenseur. Tu peux rajouter sa puissance. On l'a dit, sa puissance. Pour moi, sa puissance qui va sans doute. Et en tu le tout cas, disais, frappe qui lourde, peut- pas forcément puncher, mais c'est frappe ça, lourde. qui peut permettre de poser problème à Crawford le temps qu'il trouve une solution. C'est régulier. Parce qu'il ne faut pas les prendre, ces coups. Et comme l'a dit John, c'est un rouleau compresseur où les 1-2, c'est en permanence. C'est un fusil à pompe en permanence, ça tire en permanence, C'est la ça fait régularité mal. sur les coups. Même quand tu les prends sur le gant, parce que quand on nous voit à la télévision et que le goût, on pense qu'il est absorbé par le gant. Non, c'est de l'impact. Bien sûr. C'est des coups qui font mal et en plus qui t'obligent, en fait, qui t'empêchent de réfléchir à ce que tu dois faire pour pouvoir Et puis t'échapper. qui t'empêche d'attaquer Alors, aussi, quelque part. La qualité de Crawford, et c'est là où ça se joue énormément, c'est lui, il sait s'adapter rapidement et c'est un gaucher. Moi, je pense Maintenant, l'un des problèmes de Spence, parce qu'il a toutes les armes pour, c'est qu'il a un vrai problème avec les gauchers. Eh Et ben, là, allons-y, moi quand c'est un une truc question que de j'ai mis, mais. position, Alors, quand c'est une question de position il y a eu- et que l'autre est très stratège et s'adapte énormément, va toujours le mettre dans la situation qui va lui poser problème. Moi, cette histoire de problème avec les gauchers, parce qu'il a perdu 2 fois dans les rangs amateurs face à les gauchers, Mais Ça tient John, pas. mais c'est pas des petits combats. Quand tu regardes bien, c'est à des stades importants de leur sais, vie. Je sais. Il a eu, alors, Tu vois, donc là, normalement, il doit John, on est sortir- obligé de s'accrocher il doit- à ces il doit- défaites parce il que doit c'est les sortir deux le seuls de meilleur sa à ce moment-là. carrière. Oublie que c'est un gaucher. on Oublie que c'est un gaucher. Mais il faut rester lucide. Dans les rangs amateurs, il y a une multitude de boxeurs avec des styles différents. Je dirais qu'il a eu la malchance à chaque fois de rencontrer des boxeurs que je connais en plus, des boxeurs exceptionnels. Et le Zamkova et le Russe là dont vous parlez, il est devenu champion olympique là, Alors, à Pékin. Moi, je vais te À rejoindre, Tokyo, John. il y a pas longtemps. Zamkovoy, par exemple, Ouais. je te l'accorde, je te le donne. Combat disputé. Mais celui qui me pose plus problème, moi, c'est celui face à Zapiev. Ouais. Il n'a pas existé, Spence. Vous savez- Dans ce combat, il s'est fait étouffer Vous savez et il a pourquoi eu aucune solution. Vous avez vu le combat, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Sapiev, il était imbattable sur sa mobilité. Là, on peut. C'est ça, il là- tournait des combinaisons et 3-4 là- et coups, c'est- il était. Rappelez-vous, Sapiev est un boxeur kazakh. On connaît la particularité des boxeurs kazakhs. Qu'est-ce qu'ils font les Kazakhs? Ils ont cette particularité, ils ont tout en mobilité, antéro-postérieur.
Merci John, c'est là où je veux t'amener. Et Crawford, il n'est pas comme ça. Exactement. C'est des qualités très Mais c'est de athlétiques. ça qu'on parle. Je parle pas de gaucher, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais- Là où Ouais, je mais veux en, vous emmener- mais en plus, Crawford peut être gaucher, John. Qui est la mobilité, c'est une chose. Mais quand vous avez un gaucher qui maîtrise cette mobilité, Je suis d'accord. moi, Vous- je vais te dire, vous moi avez j'ai commencé à- fait gaucher-droitier. Vous m'avez parlé. J'étais champion olympique vous en avez droitier, parlé j'étais champion du monde en gaucher. Deux défaites face à un gaucher. Donc, Et je peux te l'argument dire que tu du poses un gaucher- vrai problème à tes adversaires quand tu as un gaucher. je Pas ensemble, sais, les gars. Mais l'argument du gaucher n'est pas l'argument le plus important. Le plus important, c'est la mobilité de Sepiev que je connais et qui a perturbé un Crawford, un Spence. C'est pas le fait qu'il soit gaucher. Parce que regardez dans son palmarès, il a rencontré d'autres gauchers qu'il a foutu en l'air. Donc c'est pas ça l'argument. L'argument qui est le plus important, qui peut perturber un Spence, c'est sa mobilité. La mobilité de Crawford, c'est ce qui va perturber un Spence. Et moi, je pense que. Mais tu peux pas faire abstraction de cette mobilité sans sa garde de gaucher. Je vous laisse passer parce que oui, Samir l'a dit, il faut s'accrocher à un Parce truc. qu'en fait, Accrochez-vous Non, mais à en votre même truc. temps, C'est même pas John, sincèrement, accrochez-vous à sincèrement, votre Sam je te Cowboy, jure. quelque part, C'est même pas c'était que je un mec, m'accroche. c'est un gaucher, mais c'est un mec qui est puissant. C'est un mec voilà, qui est endurant, Pas physique. puissant. En plus, c'est un bon Avantageux, contre-attaquant. avantageux parce que c'est un russe et les russes étaient avantageux. Et ça, c'est toute la subtilité. Et ça, je sais. Parce que pour avoir baigné dedans pendant longtemps, je sais très bien. Donc, c'est pas forcément ça. On verra. Ah, il veut pas. Ça, L'argument- il ronchonne. ouais. Non, je ne sais pas. L'argument qui est important, enfin, l'argument qui n'en est pas un, moi, je pense que Spence, un argument dont on n'a pas parlé, dans ses qualités, c'est son travail au corps. C'est vrai. Ça va être un élément qui va être très. Vous avez vu, vrai. j'apporte une Ouais, espèce c'est de vrai. finesse dans la réflexion. L'argument, le gaucher qu'il est, T'as vu comment il nous le et, sert. ce T'as vu comment il nous le sert. et le percute au corps. Prétentieux. Et ça va être un élément qui va être important face à Crawford. C'est peut-être, si j'étais un Derek James, là où j'aurais axé mon travail, surtout en début de combat, c'est sur le travail au corps. D'une part, pour saper la mobilité d'un Crawford, et aussi parce que la force physique d'un Spence peut être un élément très important. Il va pas chercher la tête au début parce que c'est pas important, mais par contre, le travail au corps, qu'il soit en gaucher ou en droitier, peut être un élément très déterminant. Les qualités de Crawford, on en Voilà, parlait merci. parce que là il y en a beaucoup, on a commencé à les aborder, très athlétique, gros déplacement, super coup d'œil, moi je trouve que c'est vraiment ça aussi sa force, l'expérience, son attitude. C'est peut-être un truc qu'on galvaude de temps en temps, mais il a une attitude de vainqueur, moi je trouve, quand il rentre sur le ring, et ça lui donne tout de suite un avantage. Un ascendant. Son jeu de jambes, ses angles, il y a un petit côté, attention, toute proportion gardée, mais il y a un petit côté Lomachenko dans son prime. Cette façon qu'il a de découper le ring. Et puis c'est un contre-attaquant hors pair. Je trouve que ce coup d'œil quand il contre-attaque, c'est incroyable. Et puis c'est un vrai ambidextre. Tu le disais tout à l'heure, hein, John, d'ailleurs l'histoire le veut, mais il s'est cassé le poignet quand il était plus jeune, son poignet droit. Et c'est pour ça qu'il est passé gaucher et qu'il est devenu vrai ambidextre. Ça vous parle, ses qualités, la qualité de évidemment. Crawford, et ça va être une des clés, s'il ne se fait pas étouffer bien sûr par Spence et par sa puissance, c'est cette capacité à pouvoir chaque round proposer autre chose. Contrairement à Spence qui proposera la même chose avec de l'efficacité, ça sincèrement on n'en doute pas, s'il impose sa boxe et que Crawford n'a pas la capacité à pouvoir le contrer, ça va être compliqué pour Crawford. Mais sa qualité première à ce garçon, c'est sa mobilité. Le fait qu'il est gaucher, c'est pas anodin. C'est dur de boxer un gaucher. Quand vous avez un gaucher, mais qui est extrêmement mobile et qui sait bien utiliser cette stratégie, sincèrement, vous pouvez être très bon et vous pose problème tout le temps. Donc maintenant, c'est où il se fait avaler par la puissance de Spence qui va lui rentrer dedans, il lui imposer une boxe à la guerre. Il sera sans doute capable de répliquer, hein, Crawford, mais à la durée, ça peut être pas dans son avantage. Mais l'autre, s'il arrive à prendre et à mesurer les 3-4 premières reprises, et à ne pas se faire embarquer dans une guerre inutile, pour moi, c'est Spence qui est plus en difficulté. Le fait d'avoir un gaucher, parce que sa boxe elle est tellement propre à Spence que les gauchers lui posent problème. C'est une attitude totalement différente. C'est pas il le maîtrise à moitié, c'est qu'il le maîtrise à merveille, cette position de gaucher et de mobilité, de pouvoir tout de suite, comme tu l'as dit avec un Lomachenko, en mouvement, créer des actions, des coups efficaces. Ouais, créer des coups en mouvement. Franchement, pour moi, ça va être. Déjà, le combat va être dingue, mais les deux ont des armes hors normes. Et c'est vrai qu'on a un peu Mais un parlé panel, je pense, plus évolutif chez Crawford que chez Spence. que chez Spence. Maintenant, est-ce que Spence va être capable d'imposer C'est son ça. style? On a un peu parlé des faiblesses de Spence. Un argument. Parlons celle de Crawford. Est-ce qu'il en a déjà, John? Moi, si j'en trouve quelques-unes, son poids et sa densité physique, ça peut avoir son importance le jour du combat. Et puis le corps à corps, c'est ce que tu nous disais. Si je peux me permettre, revenir un peu sur ses forces. Vous avez oublié un élément qui est important chez Crawford, c'est sa précision.
Il a une c'est précision diabolique. Ouais, c'est En vrai. fait, tous les arguments dont vous parlez, c'est vrai, c'est très important. Mais quand tu es capable d'être Non, mais quand de il changer touche, de garde il touche. et que tu n'es T'as pas raison. précis, la puissance, le fait qu'il gagne souvent avant la limite, c'est pas tant Ouais, c'est sa sa puissance, parce précision. qu'il n'est pas puissant, c'est sa capacité à être Le précis. timing, timing, précision. Allier, exactement, j'allais dire, allier le timing et la précision et la vitesse, ça donne du chaos. Et donc, c'est ce qui lui permet d'être KO, de produire autant de chaos. Pour en revenir à ses défauts, si c'en est, il n'y a pas de défaut, il y en a peu en tout cas. Et vous le disiez, et tu le disais, je sais pas pourquoi je te vois, et tu le disais. C'est l'habitude. Ouais, c'est l'habitude. Tu le disais, c'est sa densité musculaire. C'est un boxeur qui vient des légers, c'est pas un Walter naturel comme Spence. Et donc forcément, à un moment, sur le travail au corps à corps, sur le travail à mi-distance, si Spence réussit à le coincer dans les cordes, à le coincer dans un coin, ça risque d'être va être compliqué. dur. Il va tout faire pour essayer d'en sortir. Mais si Spence ne le laisse pas sortir, il sera bien obligé de subir la puissance d'un Spence. Les clés du combat pour vous. D'ailleurs, on va y rentrer. Hein. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Moi, je suis Spence, j'impose ma puissance dès le départ et j'oblige Crawford à reculer, à le coincer dans les cordes et à continuer ce coup de represseur. En fait, c'est ces coups lourds qui vont faire mal. Franchement, quand tu vas les prendre 3, 4, 5 fois sur le haut du crâne, je ne doute de la capacité à Crawford, comme c'est pas un vrai Walter, super Walter, à pouvoir encaisser ces 3-4 premières reprises dures. Après, de l'autre côté, s'il a cette mobilité qui le rend fou dès le départ et que l'autre commence un peu à baver parce qu'il a des coups qui tombent dans le vide et qu'il arrive à toucher, là, c'est pas la même. Donc, sincèrement, les deux ont des qualités hors normes. Les deux ont les armes pour pouvoir poser problème vraiment à leur adversaire. En fait, j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce qui va imposer sa boxe à l'autre. Est-ce que je peux botter en touche? Bien sûr. Tu le fais tout le temps, alors n'hésite pas. Non, c'est pas vrai. Non, ce que je peux dire par contre, c'est que je pense que ce combat va se produire en plusieurs étapes. Il va avoir l'entrée du combat est très important parce que c'est un ascendant psychologique. Qui va prendre l'ascendant psychologique sur le combat? Ensuite, il y en a forcément un qui va prendre, qui va toucher plus souvent. Le premier round va être très important parce que c'est un combat que tout le monde attend depuis des années. Et quand l'arbitre va dire boxe et qu'on va rentrer vraiment dans l'arène et qu'on sera vraiment dans le combat, celui qui sera prêt mentalement, celui qui sera capable d'eux, il va prendre un ascendant sur le combat, sur le début du combat. Ensuite, ça va se réguler. Je suis persuadé que ce combat va se faire en 3 temps. Il y en a un qui va prendre l'ascendant, celui qui subit, il va tout faire pour revenir, soit il va être capable de revenir et manger l'autre, ou alors il ne va pas réussir et là le combat va décoller sur la fin du combat, sur celui qui aura pris l'ascendant. Les clés du combat, on n'arrête pas, Moi, tu pas vois, aujourd'hui, mais je suis depuis longtemps. persuadé que le combat va se tirer d'un trait. Il n'y aura pas de phase. Tu penses Ouais, je ne sais pas pourquoi, hein, Peut-être. mais j'ai l'impression que les deux vont tellement vouloir en découdre. Tu vois, vraiment, je vois Ernst. Ernst Zagler. Ouais, je les vois partir à Du coup, la question, toute trempe. la question Donc- elle est assez simple. Donc, la puissance, peut savez ce que je pense, prédominer. moi Est-ce que Crawford va être capable d'endiguer la fougue de Spence? Alors peut-être, ce que tu dis, Ernst Hagler, c'était la boxe, on est d'une autre génération aujourd'hui. Attendez, je vais t'expliquer pourquoi. Ils veulent ça, les deux. Je sais, ils veulent, mais sauf que Parce l'impact. qu'ils veulent ça, moi. Bien sûr qu'ils Ouais, veulent, je bien pense sûr qu'ils qu'ils veulent veulent, bien sûr qu'ils veulent. Mais sauf Ils veulent que, rentrer dans l'histoire et ils savent sauf qu'ils que peuvent le faire de ils cette savent, manière. ils ont un tel poids sur les épaules, l'impact des entraîneurs est plus important aujourd'hui qu'à une époque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ces boxeurs dont on parle de Ernst et de Leonard, tout ça et d'Hagler, c'était dans les années 80. Les boxeurs des années 80 ne sont pas les mêmes boxeurs aujourd'hui. Les boxeurs d'aujourd'hui sont des boxeurs instruits, c'est des universitaires, c'est des gens qui ont une réflexion, qui ont tout un écosystème autour d'eux. Je peux t'ouvrir, je fais Attends, une parenthèse. attends, laisse-moi Vas-y, finir, il faut comprendre. À l'époque, les boxeurs de l'époque n'avaient presque, je dirais, entre guillemets, que ça pour vivre. Beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils étaient plus durs. La mentalité, l'état d'esprit des boxeurs de l'époque était plus dur à l'époque. Ils boxaient avec des gants en gants de crin, rappelez-vous, ils faisaient les championnats du monde sur 15 rounds. Ce n'est pas le même état d'esprit aujourd'hui. Vous allez voir que l'état Ça d'esprit fait dans une lequel ils heure étaient. qu'on parle Ouais. des deux garçons, Oui. de leur dureté, de leur côté bad boy, leur Mais côté ils vont le faire à qui un sortent moment. de la norme, qui sont des, Moi, je des, pense que je suis assez des d'accord. pierres. Le côté Alors, tactique c'est- va rentrer alors, en compte à un oui, moment. oui, C'est évidemment, ça, évidemment. c'est ce que je veux pourquoi il dire. va sauter le Je suis côté pas- tactique. je suis pas en Donc, train moi, de dire. je peux te répondre à ça. À un John. moment, Juste tu oui. me laisses. Je peux te répondre à ça, tu sais pourquoi? Et c'est là toute la clé du combat. Dis-moi. Et c'est pour ça qu'ils vont partir à 100 à l'heure. D'accord. Ce qui ne se fait pas à l'époque des années 80, de ces grands combats, c'est qu'ils ont déjà signé les deux. Il n'y a pas de calcul à faire sur le premier.